Bonsoir à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver pour ce débrief Ligue 1, 23e journée et tellement de choses à dire. Je suis un peu encore, pas dire sous le coup de l'émotion, mais très belle soirée. Franchement, ce Strasbourg-OL, j'ai adoré. On va dire qu'on a peut-être assisté à un tournant, mine de rien, dans ce week-end de Ligue 1 et plus globalement dans la saison, parce qu'on se disait, bon, bah, le top 4, voilà, l'OL qui a pris une grosse avance, l'OM avec son effectif, ça devrait faire l'affaire, surtout que derrière, tu avais un petit peu des canards boiteux, Lille, Rennes, Monaco, et même Strasbourg qui pouvait un peu décevoir. Il y en a qui sont arrivés à se mêler à ce top 10, on peut penser à Lorient. Mais au moment où on parle, par exemple, Lille et Rennes n'ont plus que 3 points de retard sur l'OM. Et le week-end prochain, on a évidemment ce petit Marseille-Lyon en clôture de la 24e journée. Donc voilà, on sent qu'on est arrivé sur le dernier tiers de la saison, que ça va s'accélérer petit à petit, que c'est le moment de mettre les crampons, d'affûter tout ça, de partir sur les starting blocks, parce que on va peut-être être sur des moments clés, charnières. Et évidemment, si j'avais une petite musique, si j'avais un mec qui me faisait des jingles, je pense que j'aurais lancé, vous savez, la fameuse musique Samba de Janeiro, parce que Antoine Kombouaré revient, les amis. Et oui, Antoine Kombouaré a signé avec le Paris FC. Moi, j'adore. On va évidemment revenir sur ce match du Toulouse-Paris FC, évoquer la page parisienne. Mais j'adore quand même le fait de me dire que Jürgen Klopp a vu pas mal de CV circuler d'entraîneurs et Jürgen Klopp a dit ok, j'y vais pour Monsieur Kombouaré. Et ce qui est fou, c'est que est-ce que c'est une stratégie de déstabilisation pour empêcher Nantes d'aller récupérer le GOAT des missions maintien, mais forcément quand on parle de Paris FC, de ce projet Red Bull, d'LVMH, de pas mal de personnes dans l'organigramme, se retrouver après 7 mois en Ligue 1 et Antoine Kombouaré sur le banc, j'avoue on a de quoi un peu, pas dire souffler, mais par contre j'avoue moi j'ai mis le tweet en mode je suis un peu déçu parce que Paris FC j'en attendais plus, il y a un truc qui colle pas quoi. Évidemment, je respecte aussi d'un autre côté la parole des dirigeants qui ont dit on y va étape par étape. Donc ça, c'est une drôle d'étape quand même qui a été faite. Mais dans le tweet que j'ai posté pour dire c'est quand même bizarre de prendre Kombouaré en 2026, il y a des gens qui défendent Kombouaré parce qu'ils disent c'est le mec expert pour ça, il va te maintenir ton club. Alors j'ai envie de te dire oui, ça s'est fait dans la douleur, dans la maxi douleur à Nantes. Des fois, il a dû partir parce que le club courait à catastrophe. Mais il y a aussi des saisons où Kombouaré était là, où le club est descendu. Lens en 2014-2015, Guingamp, Toulouse à la fin des années 2010. Donc non, Kombouaré n'est pas un gage absolu de réussite, de stabilité. Peut-être que ça va le faire avec le Paris FC, et tant mieux pour eux. Mais voilà, j'ai vu cette information, je me suis dit, quand même, c'est fort. Bien sûr qu'il y a la Coupe de France, mais on peut pas mettre sous le tapis d'autres petites dingueries. J'en profite, merci beaucoup pour les abonnements qui sont tombés durant l'intro avec Ninor, avec l'intervenant incertain et également Végéto qui m'a lâché son petit prime. Donc merci les boss, vous êtes toujours pertinents. En plus, je vois que vous êtes assez nombreux ce soir. Ouais, honnêtement, très belle journée de Ligue 1 avec Wallfire, Dimitri, Itsu, Brandon. Il y a tous les spécialistes, Melios, Hugo SSE, SosoChat, la modératrice qui vous rappelle, bien sûr, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à liker, lâcher votre petit commentaire, vous abonner, on est toujours disponible sur YouTube et également en podcast, le COP de Scipion qui continue de faire son bonhomme de chemin. Donc ça fait grandement plaisir. On va se faire une bonne page Ligue 1 et je pense qu'à la fin, je vais pas forcément lâcher l'antenne. On va peut-être dire un petit mot de foot étranger parce qu'il y avait des choses qui étaient assez attendues. Je pense à Arsenal contre Tottenham, la première de Tudor. On a aussi des au coude à coude, Liga, le Barça, le Real. Regarde un peu la Serie A. Donc pour une fois, je vais déroger à, je ne vais pas dire ma neutralité, mais mon envie de garder mes opinions sur le foot européen pour hors-jeu. Et pour vous faire une petite confidence, j'avoue que pour l'an prochain, je réfléchis toujours à avoir des meilleures formules et peut-être faire une grande émission, un grand live le dimanche soir. C'est totalement l'équipe du dimanche, mais faire une bonne première partie de Ligue 1 et après faire une deuxième partie foot étranger que je pourrais diffuser quelques heures après, tu vois, le lundi, histoire d'avoir deux contenus. Alors évidemment, je peux pas voir tous les matchs. Désolé, je ne pourrais pas débriefer le Roma Cremonese parce que j'avais l'œil qui était fixé sur ce Strasbourg OL. Mais voilà, un petit peu de foot étranger pour commencer. Vous voyez, un petit peu peut-être à préparer le terrain pour l'année prochaine. Forcément, ça va faire un peu plus de live, d'heures. Mais écoutez, on est si bien ensemble, n'est-ce pas, hein? Ça fait grand plaisir. Salut Pastora
Morati, un avis sur la saison 2 de The Pitt. Alors The Pitt, très bonne série médicale. Je sais pas si vous m'avez déjà entendu là-dessus, mais c'est une série que j'ai recommandée, j'ai adoré. Surtout que les séries médicales, je n'en ai jamais regardé. Je suis pas tombé dans Doctor House, Urgence, Grey's Anatomy. Également, la seule série que j'ai vue, c'est plutôt tu vois, un truc comique, genre H et Scrubs, mais du coup, c'est pas forcément comparable. Mais The Pitt, j'ai adoré la saison 1, et pareil, c'est un rythme de diffusion, un épisode par semaine, et j'ai envie de me laisser ça de côté, ce plaisir de pouvoir tout enchaîner. Alors d'habitude, j'aime bien le format un épisode par semaine, parce que ça te permet de cogiter. Ça, c'est plutôt pour les séries type Game of Thrones, d'ailleurs le Night of the Seven Kingdom. Il y a le dernier épisode cette nuit, et j'ai hâte parce que j'ai adoré cette série, vraiment une très belle proposition. Bah, comme toujours, HBO, ils savent faire le taf. Et là, tu vois, j'aime bien me dire qu'est-ce qui va se passer, et ci et ça. Mais là, The Pitt, j'ai tellement apprécié la première saison et le fait de vivre ça en continu que, vous savez quoi, je vais me le garder comme un bon biscuit et on va tout enchaîner. Et Bordeaux, et oui, Bordeaux qui continue de gagner, de s'accrocher, même si La Roche a du coup un match en retard et peut reprendre 3 points d'avance. Mais belle victoire sur Saint-Malo, avec le Gareth Bale de N2, comme je l'ai surnommé sur Insta. Ross Openda, qui a fait une très belle action en partant quasiment de sa ligne médiane et qui a mis un beau but. Et Bordeaux, encore une fois, qui peut souffrir, Bordeaux qui est efficace. Jusqu'à quand ça va tenir? C'est toujours un petit peu cette question. Mais pour l'instant, voilà, Bordeaux est là, ça prend des points, ça enchaîne des victoires, c'est très solide, pas mal de clean sheets, donc vraiment un plaisir à vivre. Mais quand je vous dis, c'est tellement dur ce système de N2 où t'as qu'une seule équipe qui monte, t'as même pas de meilleur deuxième, t'as pas de playoff, donc voilà, tu peux faire une saison en or, mais souvent si tu montes en N2, c'est que t'as limité le nombre de défaites, et quand je dis limité le nombre de défaites, c'est des fois il faut que t'aies max 3-4 défaites, donc c'est assez compliqué, mais au moins on est là où on doit être, donc ça c'est quand même une belle performance. Sheffield Wednesday déjà relégué, le record de précocité de descente du foot pro anglais. Bah vous savez, c'est un club qui a subi un retrait de points massif avec des soucis économiques, et en plus j'ai envie de dire les pauvres, ils ont failli être rachetés par John Textor, donc c'est peut-être pas la meilleure personne pour éponger les dettes et remettre à l'équilibre un club, mais forcément très triste. En plus je crois que j'avais vu une image du capitaine, un des joueurs emblématiques, qui faute de moyens a dû partir, laisser libre, fin de contrat, et le mec était en larmes parce qu'il était super attaché à Sheffield. Donc voilà, même en Angleterre, on a encore des cas de clubs mal gérés financièrement. J'ai l'impression que Championship, League One, League 2, on peut retrouver ça. En Première Ligue, c'est quand même assez rare ces dernières années d'avoir des effondrements comme ça avec des soucis financiers. Mais voilà, c'est même en Angleterre, on n'est pas tout à fait propre, quoi. Salut Scipion, merci pour ce que tu fais. Je t'écoute dans les bouchons en sortant de la Méno en fin match propre. Bah écoute, on va t'accompagner dans cette belle voiture afin de débriefer ce qui s'est passé. On va de suite aller, je pense que sur le classement, parce que, comme je vous dis, je pense qu'on est peut-être sur un twist majeur dans cette belle Ligue des Talents. C'est peut-être là où on va se rendre compte qu'il y a eu des choses particulières sur cette journée de Ligue 1. Hop, désolé pour le petit retard à l'allumage. Normalement, ça va être fait là. Hop, hop. Ouais, là, il recherche un petit peu. Hop, voilà. Là, vous voyez le classement. Si on m'avait dit, il y a un mois, que l'OM n'aurait plus que 3 points d'avance sur ses poursuivants, 5e, 6e, et même Strasbourg et Monaco qui reviennent à 6 points, voilà, on a peut-être une course avec des champions qui a été relancée. Pour moi, je me disais, bon, Paris-Lens, normalement ça va le faire. L'OL qui s'est offert ce beau match-là, et c'est le genre de soirée où tu te dis, ok, tu perds contre Strasbourg qui revient à 11 points, mais c'est quand même 11 points, c'est conséquent face à ton adversaire du soir. Mais ce qui était important, c'était forcément peut-être plus de surveiller Rennes et Lille qui reviennent à 8 points. 8 points, c'est quand même encore une fois une petite distance, mais on sait que l'OL va enchaîner beaucoup de rencontres, donc à voir à quel point cette série de 13 victoires d'affilée va leur offrir la possibilité d'aller en Ligue des Champions. S'ils terminent dans les 3 premiers, je pense qu'il ne faudra pas oublier ce qui s'est passé entre décembre, janvier et mi-février. Mais ce qui est ouf, c'est que Lille gagne son premier match en 2026. Le LOSC, on le dit semaine après semaine, c'est assez terrible. Il y a des manquements, je peux en dire à tous les étages, mais waouh, des fois c'est rude, le Genesio Ball. Et ce LOSC-là, qui est tellement imparfait, qui est frustrant, comment on pourrait l'exprimer, agaçant. Alors, il y a encore une fois aujourd'hui des finitions qui sont assez chaotiques. Mine de rien, ce LOSC là n'est qu'à 3 points de la 4ème place. Alors comme d'habitude, la 4ème place,
est-ce qu'on peut dire que c'est un cadeau empoisonné parce que c'est avec des champions, mais tu dois passer par 2 tours de qualification. Le LOSC l'a fait il y a 2 ans avec les matchs contre le Slavia Prague et Fenerbahçe, mais ce LOSC-là qui est passé par pas mal de galères où Genesio, j'ai cru qu'elle allait partir. Bah là, pour le coup, je pense que ça va rester. Attention, hein, est-ce que ça peut être en chasseur un danger potentiel pour l'OM qui, encore une fois, la semaine prochaine, reçoit l'OL pour clôturer la 24e journée. Donc ça risque d'être assez dantesque. Et ouais, Lorient qui va chercher son point, du coup, qui se retrouve encore une fois dans cette bonne zone pour l'Europe. Même Monaco qui, sur une belle série, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu du vert comme ça pour les Monégasques, qui n'est qu'à 3 points de la 5e place et même 6 points de la 4e. Hein, j'ai toujours tendance à me méfier de ces perfs monégasques et de leur saison terminée en boulet de canon où c'est arrivé quand même, on va dire, 2 tiers du temps. Donc on va quand même les mettre dans un petit coin, les surveiller de près, surtout après ce qu'on a vécu à Bollaert, hein, cette victoire. Que vont-ils faire au parc mercredi? Est-ce qu'ils vont pouvoir capitaliser là-dessus? En tout cas, Monaco m'a l'air d'être revigoré par ce scénario. Et puis en bas, Nantes qui gagne et du coup qui revient au même nombre de points qu'Auxerre, le barragiste. Auxerre qui perd 3-0 contre Rennes. Est-ce que c'était pas le dernier match de Pélissier aussi, hein? On sait qu'il y a beaucoup d'équipes en bas qui ont changé de coach, Nice, le PFC désormais, Nantes, Metz, peut-être que la GIA sera la prochaine équipe à bouger, et toujours un petit regret par rapport à notre coach Pélissier. Vous connaissez mon affection pour lui, mais là, je me dis que peut-être que c'est le moment fatidique de son côté. Et Brest aussi, hein, je ne vais pas les oublier parce qu'on va revenir sur chaque match. Comme toujours, c'est la promesse de ce débrief Ligue 1. Mais Brest, 11e, 30 points. Voilà, c'est 8 points sur les 12 derniers possible, et petite distance mise avec cette zone rouge et une équipe qui donne du plaisir à ses supporters, et bravo. Et ouais, c'est vrai que voilà, le PSG qui fait la très bonne opération parce que Lens, Lyon et Marseille ont perdu et derrière les 4 poursuivants ont gagné. Donc on va peut-être avoir il y aura forcément du malheur au vaincu. Il faut aussi toujours penser à la Coupe de France. Est-ce que ça va jouer des coudes? Tu vois, par exemple, dans cette séquence, on a beaucoup parlé de ces équipes-là comme l'OM qui ont perdu gros, mais Toulouse, hein, dans la course à l'Europe, Toulouse qui n'a pris que 2 points sur les 4 derniers matchs. Ouais, si on fait le bilan à la fin, je pense que c'est là où on pourra dire bon, le TEF va peut-être manquer 3-4 unités pour accrocher une Europa ou une conférence, et on pourra repenser à cette période qui a été assez difficile. Qui pour remplacer Pélissier, Comboiré n'est plus dispo pour sauvetage? C'est pas mal. Je sais qu'ils ont évoqué des fois la piste interne de promouvoir des adjoints, peut-être avec Djibril Cissé. Donc on verra. Est-ce que ce sera un coach venu de l'extérieur? En tout cas, vous savez qu'Auxerre, c'est très compliqué, pas seulement sur le terrain, aussi en coulisses. Il y a un peu une guerre interne entre Malherbe, Wantier, James Wu. Il y a un peu un clan pro contre Pélissier. Donc hâte de voir quel sera le successeur du coach qui vient de l'Ariège de mémoire, celui qui a entraîné Luznac. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait un bon petit point rapide sur cette Ligue 1. On va revenir match par match, et comme je vous dis, encore une fois, c'est un peu un fil rouge, mais très bonne journée. Franchement, je me suis régalé. Il y a eu des surprises, des sacrés retournements de situation. On peut penser au Lens Monaco. Des matchs vraiment dingues dans l'intensité. Ce Strasbourg-OL pour clôturer la journée, j'ai pris mon pied. Et puis même des conséquences au classement assez importantes. Faudra voir la bataille du bas, si ça se resserre au bout d'un moment entre le barragiste et pourquoi pas le PFC, Nice, tout ça. Ouais, même le Nice de version Claude Puel, on a dit bon, ils ont repris un peu du poil de la bête, cette victoire 4-1 à Nantes, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné, donc ils ne sont pas sortis totalement de l'affaire. On va commencer comme d'habitude avec le match du dimanche soir et ce fameux Strasbourg-OL. Merci, je vais pas dire merci aux 22 acteurs parce que je vais pas dire qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Il y en a une qui avait beaucoup plus envie que l'autre. L'autre, je l'ai trouvé fatigué. En plus, la sortie assez tôt de Pavel Chouk, blessé. On sait que c'est un peu un talisman, un joueur qui t'apporte beaucoup de solutions en touchant peu de ballons avec la rentrée de Noah Narté. Donc tu rajoutes à ça un Hendrick qui est passé à côté de son match. Hein. Globalement, les 90 minutes, elles sont assez terribles pour lui. T'as aussi des failles défensives avec un Mata, un Metlandès que j'ai pas reconnu. Un Noël qui nous a habitués quand même à savoir souffrir et être assez efficace dans son registre. Et là,
là, ce soir, c'était 100. Alors pourquoi ? Parce que le plan de Fonseca, qui avait pas forcément beaucoup de solutions sur le banc, t'as fait rentrer Yaremchuk, Narté, Humbert, Tagliafico, sinon t'avais Camara, Mera, Karabek et Ghezal. Et voilà, c'est vrai que ce fameux joueur un peu de percussion de côté, type Afonso Moreira, j'aurais bien voulu voir le match de ce soir avec un Moreira pour les petites transitions à exploiter, mais c'était assez rare, parce qu'en face, Strasbourg a fait un match XXL, de bout en bout, même après la réduction de l'écart de Tolisso, je me suis dit, on sait que Strasbourg, et c'était le cas aussi l'an dernier, avait une grosse débauche d'énergie, et quand il fallait remettre un petit peu d'essence dans le moteur sur la dernière demi-heure, ça pouvait être compliqué par moment, mais ce soir ils ont réussi à faire le match parfait, en ayant même ces regrets-là, parce que je pense à un Diego Moreira qui dit, oh non, franchement, la mi-temps, ok, on mène 1-0, mais on doit mener 3, et je suis d'accord avec lui. C'est vrai que Strasbourg a peut-être manqué un peu d'efficacité, t'as eu des arrêts de Dominic Grief, t'as eu quelques situations, par exemple, c'est vrai que Sulk, il peut aussi te manquer dans j'ai pas envie de dire ce geste supplémentaire, mais il va tacler quasiment dans les pieds de Godot. Ouais, c'est ton attaquant qui revient dans ta surface de réparation pour donner un coup de main. Donc c'est vrai que l'OL a fait preuve d'une grande solidarité. Et Chouk qui sort, on sait que dans les sorties de balles, il peut t'exploiter. C'est ça, sans ballon, il nous a manqué énormément. On dit souvent, ouais, c'est un joueur qui est hyper efficace dans le but, dans la passe D, mais aussi sur le travail sans ballon. C'est quand même assez propre. Ouais, il risque de nous manquer longtemps. C'est vrai que tu as peut-être plus que perdu un match ce soir, donc on va être attentif. Ils ont raté le record, et oui, je sais les Girondins de Bordeaux ont été cités pour leur série entre 2009 enfin entre la saison 2008-2009 et 2009-2010, donc ça fait toujours plaisir d'être mis en avant en prime time sur Ligue 1+, mais non, c'est vrai que le Strasbourg version Gary O'Neill, on commence un petit peu à l'apprivoiser, à le regarder, et franchement à le kiffer, on peut le dire, ça a toujours été une équipe intéressante sur Senior, mais qui par moment était sur courant alternatif, ou si t'avais pas ton joueur phare, par exemple un Barco, qui mettait pas un peu sa patte, sa mainmise, ça pouvait être compliqué. Là il y a de plus en plus de joueurs où je me dis, il a trouvé son 11. Encore plus, on rappelle qu'ils ont perdu Mamadou Sarr sur les derniers instants du mercato, rentrer à Chelsea, qui est ton meilleur défenseur central, donc pas évident, mais sinon à part peut-être Doucouré qui a pris pas mal de cartons rouges, ça n'a pas été évident, Omo Baïdele qui m'a jamais convaincu, peut-être j'ai envie de voir un peu plus Anselmino, Chilwell, Doué, El Mourabe, Barco, la ligne de 3, la Godot, Enciso, Moreira et Panicelli, c'est du tout bon, enfin en tant que Gary O'Neill, tu peux qu'apprécier d'avoir un tel matériel en Ligue 1 et réussir à le fructifier. Alors, on sait que Strasbourg est peut-être un peu une déception cette saison parce qu'avant ça, ils avaient remporté que 2 matchs sur leurs 10 dernières journées de Ligue 1. Mais c'est vrai que petit à petit, on voit cette patte Gary O'Neill qui commence à prendre forme. Alors, il y a des matchs où ils n'ont pas été constants sur les 90 minutes. Par exemple, au Vélodrome, le premier quart d'heure, il était bon. Après, l'OM a pris 2 buts d'avance et l'Olympique de Marseille, comme toujours, s'est tiré une balle dans le pied et Strasbourgeois sont revenus. Mais ce soir, je pense que c'est le match le plus abouti de Strasbourg cette saison, de la première à la dernière minute, avec des petits exploits individuels. Il y a des gestes techniques de fou. Enfin, Moreira, son grand pont en première période. El Mourabe, le penalty obtenu avec ce geste de futsal. Vous savez qu'El Mourabe, il a été mis de côté du centre de formation Strasbourg parce qu'il était en surpoids. Le gamin à 14-15 ans, il s'est pas effondré mentalement. Bravo à lui. Il est parti au futsal. Et je pense que le geste avec ce petit pont, on l'a tous bien apprécié parce que c'est l'école futsal, quoi. C'est les appuis, c'est la volonté de faire mal adversaire, le dribble, et Clinton Mata a été obligé de faire faute. Alors certains ont dit ouais, il n'y a pas forcément penalty. Bon, il y a tirage de maillot, il y a tirage de short, il lui a tiré tout ce qu'il pouvait sur le pauvre El Mourabet. Et El Mourabet, c'est quand même la très belle surprise de la séance strasbourgeoise parce qu'il y a Paechele aussi qu'on connaissait peut-être pas en Ligue 1. Enciso qui je trouve a mis du temps à démarrer, mais là depuis 1 mois et demi c'est quand même très intéressant. Paechele, il y a son capital but et comme le disait Hugo, il apporte un truc dans le jeu, une énergie. C'est pareil, il y a un retour qui fait en deuxième période avec Barco, le duo où ils vont te chercher un ballon taclé au poteau de corner d'un point de vue défensif où tu sais que eux ils sont habité par un truc supérieur, mais sinon sur le joueur que j'attendais pas à ce niveau-là, c'est le Mourabet parce que il a été promu en interne et je trouve que il est quand même assez intéressant. Enfin, il complète très bien Barco dans le double pivot et c'est vrai que je pense au Maroc pour la prochaine Coupe du Monde, ça pourrait être dans la liste de Regragui. Alors pas comme titulaire parce qu'on a vu que par exemple El Ainaoui a fait une très très belle Coupe d'Afrique des Nations, mais ça pour moi ça doit intégrer une liste
de 26 tout droit jusqu'à Amérique du Nord. Ouais, Diego Herrera, j'ai adoré ce but et cette action avec Enciso qui remonte le ballon. Alors oui, évidemment, c'est vrai qu'il y a un peu d'arbitrage. Rudy Buquet, qui arbitre cette rencontre, pour ceux qui suivent la Ligue 2, il a été au sifflet d'un Bastia 3 lundi qui a été catastrophique, où vraiment il n'a pas été bon. Et hop, la récompense, c'est d'arbitrer le match en prime time du dimanche soir. Pourquoi pas, la logique de l'arbitrage français. Et en fait, il y a toujours des coups de sifflet qui m'étonne un petit peu, mais sur les pénaltys, tu vois, oui, forcément la main d'Enciso, je comprends pas pourquoi il a pas checké la VAR, mais en même temps j'aurais aussi voulu que le tirage de maillot de Mata sur Païcelli qui fait une tête un petit peu à reculons, il le fasse, et peut-être que sur l'action El Mourabet il tombe à contresens, mais il y a quand même un tirage de maillot qui est évident. Donc sur l'arbitre, même en parlant par l'arbitrage, Strasbourg mérite à 100% sa victoire, était dans un bien meilleur soir, et certains le disent. Martial Godot, j'ai parlé de surprise avec El Mourabet. Que nenni, j'aurais peut-être dû aussi mettre en avant le bon Martial Godot, qui en est déjà à 12 buts en 26 matchs, lui qui a bien cartonné en Conference League, et ça continue un petit peu à prendre de l'épaisseur pour lui, parce que franchement ouais, il a marqué contre Aberdeen, contre Breidablik, contre Aken, même une passe D. Le Slovan Bratislava il est également à la passe, donc non, il s'est fait remarquer comme ça, et comme je vous disais, c'est très très bien d'avoir des joueurs différents sur cette ligne d'attaque. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce Strasbourg version O'Neill. Quand tu regardes les différents profils, Godot va t'apporter un truc que Enciso n'a pas, mais en même temps Enciso il a son truc à lui, que Moreira peut réussir à faire par l'énergie, et Païcelli c'est un neuf un peu unique. Donc c'est vrai que tout ça se complète très bien, et j'adore ce double pivot et ces quatre attaquants où ça bouge dans tous les sens, ça court à tour de berzingue. La débauche d'énergie en première période, je me suis dit mais comment ils vont tenir en seconde période. Ils ont réussi à mettre un petit truc. Non, c'est vrai que c'est une vraie belle équipe de Ligue 1, et peut-être que ça permet aussi de mettre en avant le niveau, ou peut-être, je sais pas, le pondérer, mais ce Strasbourg-là n'est que 7ème, et comme je vous disais, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas retrouvé le chemin de la victoire, ils sont pas sur une dynamique dingue de série, mais ce qu'ils réussissent à faire quand tout s'aligne bien, c'est quand même assez admirable. Et pareil, Diego Herrera, qui avait visiblement des comptes à régler avec son club. Bon, club, il est resté genre 5 mois, c'était éphémère. Pour les Lyonnais qui se souviennent de Diego Herrera, moi j'ai un truc en tête, c'est son match à Brest où il est titulaire sur la ligne d'attaque, et il est ailier, il est perdu quoi. C'est vraiment le gamin qui sort de sa formation, que tu mets, c'était un CP que tu mets dans le Classico CM1 CM2. Il était pas prêt, il était largué, et voilà, il est parti à Chelsea, il s'est retapé, il était déjà à Chelsea, il a été prêté, il s'est retapé, et évidemment il y a des liens, je vais pas vous les apprendre, entre Strasbourg et Chelsea, mais pour le coup, lui, ça fait partie des joueurs qui ont gagné beaucoup sous le passage de Rossenior. Il a tellement grandi au point que voilà, il va être international, il est international belge, et pareil ça pourrait faire la Coupe du Monde. C'est ça que j'aime bien avec Rossenior, et voilà, certains étaient là en mode après 18 mois, son passage est mitigé. Peut-être que d'un point de vue de résultat on pourrait attendre mieux, la communication, il y aura des choses à redire, mais sur la progression de certains joueurs, voilà, c'est lui qui a mis El Mourabet au début de la saison. Barco, il allait chercher il y a un an, et fantastique la reconversion de latéral gauche au milieu de terrain. Gueladoué, il en a fait un latéral droit top 3 du championnat. Diego Moreira, c'est peut-être la meilleure progression d'un club à l'autre en Ligue 1, donc assez admirable. Ouais, franchement, Rosinor a fait du bon boulot, et Gary O'Neill avait un matériel intéressant, il commence petit à petit à mettre son truc, mais je pense que là, avec ce 11 là, comme je vous dis, peut-être encore un petit truc sur la défense centrale. Je pense qu'il a trouvé son 11 phare pour terminer la saison, en sachant que Strasbourg a encore un quart de Coupe de France, à son 8ème de Pipion League. Ça va être quand même assez conséquent. Ouais, il n'y a que 2 Français sur les 2 équipes. Ouais, c'est vrai, ça va pas être tout le temps au courant ça, Tolisso et Doucouré. Est-ce qu'on aurait pu en avoir plus, parce que comme joueur qui rentre, t'as Abdoul Ouattara et t'as Rémi Imbert de l'autre, t'as Noam Camara, Ralis Mera qui reste sur le banc, et Mathis Amougou. C'est vrai que c'est des 11 très internationaux cosmopolites, donc bravo à Strasbourg, parce que le match m'a vraiment beaucoup plu, et j'ai trouvé déjà la première mi-temps, les 45 minutes, c'était un bourbier pour l'OL. Il sortait pas un ballon, ça revenait, les vagues. Dominique Griff qui en sort combien, qui sort 4 arrêts, qui en encaisse 3, qui évite 0,77 d'XG, donc pas mal. Mais oui, l'OL, le plan de Fonseca, qui était forcément peut-être limité. Après,
l'OL, oui, on est tous d'accord, hein, fait un mauvais match, la sortie de Chouk t'aide pas, Hendrick est inexistant, mais on savait que ça allait s'arrêter un jour. Cette série fantastique, ce truc ce petit truc en plus où les matchs ont tourné en ta faveur, voilà, c'est ce soir. Et comme d'habitude, le plus intéressant, ça va être le rebond, voir comment cette OL va réussir à digérer ça. Le problème, c'est que c'est dimanche prochain, l'Olympico, Marseille qui peut potentiellement revenir à 2 points de toi, mais tu peux aussi mettre l'OM à 10 journées de la fin, à 8 unités derrière. Donc voilà, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, et ça va être une belle bataille. Par contre, très curieux de voir le 11, les joueurs qui vont pouvoir revenir à temps, parce que là, ouais, je dis pas qu'il y a une course contre la montre qui s'engage pour certains, mais si... on pouvait avoir Afonso Bastardo Moreira au coup d'envoi au Vélodrome pour accompagner Hendrick. Parce que Chouk, je sais pas si d'ici une semaine ça va tenir. Hâte d'avoir des nouvelles médicales. Ouais. Même, tu vois, il y a des joueurs. Kluivert, il a quand même été pas mal bousculé dans son couloir, mais il y a 2-3 sorties de balles, encore une fois, qui sont intéressantes, surtout dans ce couloir gauche. C'est vrai que des fois, tu regardes la compo, tu te dis. Je dis pas que c'est une anomalie qu'il soit troisième, mais défenseur central droitier qui se retrouve à gauche, Abner qui se retrouve une ligne plus haut par rapport à son poste de latéral, Tolisso qui est des fois numéro 9. Hein. Au bout d'un moment, je dis pas qu'il a fait des miracles contre CK parce que c'est un bel effectif de Ligue 1, mais pour tenir sur la durée cette troisième place, quand même c'est assez chapeau, ouais. Non, bon match de Ligue 1 et on verra un petit peu la dynamique strasbourgeoise pour les prochaines journées. Strasbourg, ça dit quoi du coup? Ah oui, bon, évidemment, comme d'habitude, à chaque fin de live, on regarde le calendrier, mais là j'ai déjà envie d'être à vendredi soir, les boss. 20h45, Strasbourg-Lens pour lancer cette journée. Lens qui va être un petit peu en mode revanchard, qui va devoir se relancer. Un Strasbourg qui voudra capitaliser sur cette victoire avant son quart de finale à la maison contre Reims, équipe de Ligue 2. Et derrière, franchement, le calendrier strasbourgeois, t'as Auxerre, le PFC, Nantes, Nice, Brest. Après, tu vas terminer par peut-être un peu plus de tes concurrents. Mais là, c'est 5 matchs, c'est 5 équipes qui sont derrière toi. Si, imaginons, tu fais 12, 13 points sur 15, bon, évidemment, tu auras la Coupe d'Europe au milieu, donc belle débauche d'énergie. Mais peut-être que Strasbourg sera plus proche du top 4 que du top 8. Donc ça va être pas mal. On va se projeter un petit peu là-dessus. Et pour l'OL, c'est un petit peu comment on va tenir en attendant cette Europa League. Du coup, déplacement au Vélodrome dimanche prochain. Le quart de finale contre Lens, c'est à la maison. Et ensuite, c'est vrai que tu as peut-être des matchs, le Paris FC, Le Havre, Monaco à la maison. Tu vas à Angers, tu reçois Lorient. Derrière, tu vas enchaîner. Tu as aussi PSG, Rennes, Toulouse et Lens pour terminer le championnat. Avec au milieu de tout ça, encore une fois, je répète, de l'Europa League. Ouais, c'est vrai que le calendrier, une fois qu'on aura ces fameux matchs de Coupe d'Europe, je pense qu'il aura une allure un petit peu de chemin des enfers. Donc ça va pas être évident pour les Lyonnais, mais t'es encore troisième, t'as 45 points, t'as 5 points d'avance sur l'OM, donc faut pas non plus penser que tout va s'effondrer en une seule soirée. On enchaîne les amis, et là, ouais, comme d'habitude, un très gros morceau, direction Francis Leblé pour aborder ce Brest OM. Alors, petite confidence, je n'ai pas vu ce match en direct. J'étais au théâtre pour voir une représentation, une pièce. Ça me fait penser à un tweet de Youss qui a fait pareil, genre les gars, ça dit quoi le match? J'étais au théâtre, et ça fait tout de suite très la révérence Monseigneur. Du coup, pour tout vous dire, le match a démarré à 20h45, la pièce, elle, s'est lancée à 21h. J'ai coupé après un quart d'heure et j'ai quand même eu le temps de voir la notif but de Ludovic Ajorc. Donc j'ai entamé la pièce en sachant que l'OM était mené au score. Et toujours un petit peu en mode se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont remonter ça? Je suis sorti du match. Moi, je ne suis pas supporter de l'OM, supporter de Brest, donc je ne vais pas me masquer ça. Je me suis dit... J'ai vu le score, victoire 2-0 de Brest, ok. Mais par contre, en rentrant, je me suis fait le match. J'ai vu le match à ce niveau-là, en intégralité. Et c'est très bien parce que j'ai vu le match en sachant la défaite et en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et c'est ouf, mais il y a un truc avec l'OM qui est quand même assez constant. Je sais pas combien de fois on l'a dit, à quel point les premières mi-temps de l'OM cette saison ont été ratées. Mais on a toujours dit, genre, c'est les 45 pires premières minutes de cette saison. Et on l'a dit tellement de fois. Là, je me demande si on n'a pas touché le fond sur l'entame de match. Parce que vraiment, c'est terrible. Il n'y a pas grand-chose.
La pièce, elle est de Josiane Balasco. C'est une bonne pièce de boulevard. On a bien ri, c'est bien franchouillard. Il y a un petit hommage en plus à Michel Blanc qui faisait plaisir. Cette mi-temps, c'était à Lille. Franchement, la mi-temps là, en sachant, j'ai même pas encore évoqué le nom, c'est pas Voldemort, hein, c'est Habib Beye. Sur ce match, est-ce que je peux vraiment juger Habib Beye? Certains vont dire oui, parce que regarde Rennes, ils sont en train de marquer, ils ont gagné 2 matchs de suite, ça prend avec Tambouré, ça prend avec Francaise. Là, pour le coup, ce qui m'intéressait plus avant de voir Habib Beye qui est arrivé 48 heures avant, qui a fait un entraînement, c'était les cadres. Bah, les cadres, je sais pas quel débrief on va leur réserver, mais comme disait Laurent Blanc à Adrien Rabiot, il peut être que très salé, parce que le nombre de joueurs là qui sont passés à côté, mais c'est terrible. Le premier but d'Ajorc, là avec le centre, la tête, les deux déviations, Aguerd qui perd son duel, Rouly qui se le met quasiment contre son camp. Rouly, merci pour les travaux durant 1 an et 3 mois, mais la dynamique actuelle, depuis un moment, c'est pas possible. Je me demande s'il ne faut pas terminer la saison avec Delange. Benjamin Pavard, tu l'as perdu définitivement. Pavard, faut arrêter, faut le mettre sur le banc, faut le mettre en tribune, faut le laisser à Marbella lors du stage qui va s'organiser, le Retiro à Marbella qui s'annonce encore une fois très divertissant, mais je sais pas, mais Megan Riley, t'avais qui? T'avais Medina, non? Medina qui est resté sur le banc, mais un de ces deux-là, Pavard, faut plus le voir, Pavard c'est fini, j'y crois plus, il est sorti de son passage, de sa carrière, avec sa fameuse double semaine qu'on a vu, le Sporting et Lens, et tu le rattraperas pas. Voilà, oui, carrière, comme tu dis, Gaël, on peut parler de sa carrière, c'est vrai que peut-être un joueur qui a été surestimé à certains moments, mais il a quand même fait des choses en championnat, Bayern et Inter. Cet effondrement, il est cataclysmique, et même en équipe de France, enfin vraiment, voilà, il a peut-être surfé sur sa vague, le but contre l'Argentine et tout, ça fait quand même déjà 8 ans, mais là je parle du Pavard en 2026, si tu joues à 10 ou tu joues à 12 selon la formule, il renforce l'adversaire. 600 000 euros par mois, option d'achat à 20 millions, non, faut laisser ça de côté. Et même là, dans un monde idéal, Pavard a joué son dernier match ce 20 février, quoi, avec l'OM. Parce que franchement, ce que j'ai vu à Jorque, c'est Nikola Jokic qui prend un petit rookie qui arrive, qui fait son premier match en NBA, il lui a dunké dessus 3 ou 4 fois. Enfin, à Jorque, il a eu, j'ai même pas envie de dire au métier, parce que les deux ont pas forcément beaucoup d'années de différence, mais il a baladé, il a tellement baladé, c'est ouf, quoi. Donc, bon, j'insiste sur Pavard, un peu sur Rouly, Højbjerg aussi, le capitaine, vraiment pas terrible. Vermeuren, bon, c'est pas un cadre, mais j'avais envie de le revoir parce que c'était un joueur qui m'avait beaucoup plu dans ses qualités par la passe. Ouais, Jokic n'est pas un dunker. En fait, j'ai pris le premier Golgoth qui me vient en tête parce que Jokic, je l'ai vu en vrai et franchement, c'est plus qu'un beau bébé, c'est un mastodonte et j'imagine vraiment dunker sur le petit meneur qui tente de défendre. Ça peut être assez rigolo. Mais ouais, du côté de l'OM, t'as raison, Timber, il y a cette action avec Gouiri, une passe assez intéressante. La petite louche qui est très sympa, qu'a proposé, mais non, un OM qui est absent. Et même là, on s'est souvent dit que c'était une faille mentale. Là, c'est aussi tactique, technique, c'est dans l'envie. Il t'a manqué tellement de choses. Après, t'es tombé sur Brest Prime. En plus, je voulais d'abord commencer par Brest avant d'évoquer l'OM, mais je me suis fait déborder par mes émotions et cette fameuse pièce de théâtre. Mais Brest a fait un super match. Si l'OM a été aussi mauvais, c'est parce qu'en face, t'as un adversaire qui t'a rendu la vie compliquée. Mais voilà, en plus, c'est ouf parce que t'as un nouvel entraîneur. Normalement, tu dois te montrer quelque chose. Mais non, là, j'avoue que ce que j'ai vu, ou surtout ce que j'ai vu après coup en rentrant chez moi, c'est terrible. Parce qu'en plus, à chaque fois avec l'OM, j'ai l'impression qu'on retarde un peu les chances en disant non, mais c'est quand même un bel effectif. Et je m'inclus dedans parce que pour moi, je continue de dire que normalement, avec cette équipe, tu dois terminer top 3 Ligue 1, mais sans te prendre la tête. Tu dois terminer pépère. Tu dois jamais te retrouver à 11 journées de la fin avec des nœuds au cerveau et en étant sous pression de Lille et de Rennes qui reviennent à 3 points. Parce que là, maintenant, faut l'évoquer clairement, si l'OM ne termine pas en Ligue des Champions cette saison, fiasco total. Vraiment, ce serait un échec monumental et une claque pour terminer l'ère Longoria, Benassia. On peut inclure pas mal de personnes comme De Zerbi. Après, comme je vous le dis, si ça prend, il faut peut-être un match.
ça tombe très bien, dimanche prochain, il y a le match qui te permet de te remettre dedans avec ton public en plus, et ça peut compter dans le sprint final. Tu as aussi la Coupe de France et ce match contre Toulouse. L'OM joue sa saison, ou joue plutôt son après-saison sur ces 3-4 jours dans une semaine. Ça va être très intéressant de voir, parce que même si c'est un Noël diminué qui sera peut-être pas à 100%, qui n'aura pas toutes ses forces, c'est un Noël qui tactiquement peut réussir. Bon, même si ce soir à Strasbourg on l'a vu que Fonseca est passé à côté du plan, mais là j'avoue que je sais que Brest c'est tendu, Brest c'est une bonne équipe quand ils veulent, mais bon, tu repenses à l'an dernier, le premier match de De Zerbi, c'était la fameuse victoire 5-1 où ils avaient tout fait voler en éclats. Là ça avait plus des airs, je crois que Gattuso avait terminé son dernier match sur une défaite à Brest. Là j'ai l'impression que c'est plutôt ça quoi. Encore à voir. Tu veux dire que si ça se passe bien, ils vont tout chambouler, que si ça se passe mal, ils vont tout chambouler. Oui, c'est vrai qu'après, il y a toujours ce truc un peu du mercato incessant. Ouais, il y a des... Et Greenwood, en plus, qui a raté son penalty. Bon, il y avait faute de Guindo, mais bravo, hein, parce que là, on va passer un petit peu à Brest. Comme toujours, Brest qui va réussir à se maintenir. C'est pas la situation financière d'Angers et du Havre, mais pour le coup, c'est une équipe qui travaille toujours intelligemment, qui ne panique pas, j'ai l'impression. Brest peut passer 4 ou 5 matchs en Ligue 1 en sachant qu'ils vont peut-être prendre 1, 2, 3 points, mais c'est pas pour autant la fin du monde parce qu'il sait d'où ils viennent et surtout qu'il peut avoir de la ressource avec Ludo Ajorc. Je vais pas vous faire un discours, une tirade sur un de mes joueurs préférés de ce championnat, le Dzeko réunionnais, mais encore une fois, ce doublé qui vient récompenser à la fois son travail de long, parce que ça fait que 5 buts pour lui, mais également toute cette belle carrière en Ligue 1, Strasbourg et maintenant Brest. Et c'est vrai qu'il a mis au supplice les défenseurs marseillais, dont Pavard. Magnetti qui a été très très bon, j'ai adoré également son match. Guindo qui a provoqué ce penalty contre Greenwood, donc un peu malheureux, mais sinon il a quand même été très très bon sur pas mal d'interventions, et c'est un des joueurs qui monte en puissance. Et là où je voulais en venir, c'est que notre ami Lorenzi, on a souvent parlé de Mathieu Bonnemer dans le genre directeur sportif qui a de bonnes idées sans beaucoup de moyens. Alors Lorenzi a peut-être un portefeuille un peu plus épais, mais ce qu'il réussit à faire saison après saison, d'aller trouver des joueurs, de renouveler ça, tu penses à Guindo qu'il a récupéré après ses croisés à Salzbourg. Là pour l'instant c'est en train, il a devancé, il a récupéré la place de Bradley Loco. Dida Mbimbe qu'il fallait relancer, on a senti que physiquement il a mis 2-3 mois, mais depuis la CAN c'est vraiment un tout autre joueur, il est hyper performant. Junior Diaz que tu vas récupérer à 3 en Ligue 2 et qui a été mis sur le banc. Il y a quand il s'appelle Koulibaly qui a pris sa place à un moment donné, mais là finalement il a récupéré. Rémi Lavolascari en prêt de Lens qui t'apportait pas le bon petit but décisif qui peuvent compter à la fin sur ce bilan comptable, et pas mal du tout le prêt. Ah oui, alors Pathé Mboup c'est pas encore archi convaincant, mais ça reste un jeune joueur. Le choix le plus étonnant c'est Mayeki Okash. Tu t'es trompé. Mais non, le mercato, réussir à aller chercher des joueurs comme ça, même Chotard, j'ai pas évoqué Chotard, mais dans le coup malin à Montpellier avec Omer Agic, pour moi c'était le joueur à aller récupérer. Et Couder, le grand jour de Couder qui sort ce penalty qui va... Alors certains vont dire qu'il est peut-être mal tiré de la part de Greenwood, moi je trouve surtout que c'est un top arrêt parce qu'il va très très bien la chercher, et Couder qui enchaîne les gros matchs, les arrêts assez impressionnants, donc content pour lui parce que c'est aussi des histoires qu'on apprécie, avec ces gardiens, ces doublures, ces mecs qui n'ont que des miettes, des fois en Coupe de France ou de temps en temps quand les titulaires se blessent. Le pauvre Couder, je m'en souviens, c'était l'an dernier, il avait aligné sur le 7-0 contre le PSG, c'est assez rude, mais bravo parce que Brest a fait le match qu'il fallait contre un OM qui doutait, et très très vite on a senti qu'ils avaient pris les commandes, que c'était fluide, et Eric Roy encore une fois, hein, qui continue à stabiliser cette équipe en Ligue 1. J'ai pas envie de dire de façon miraculeuse, parce que je trouve que c'est quand même un effectif sympa de Ligue 1, c'est un effectif sympa de deuxième partie de tableau. On se dit que pour terminer 11e, 12e, ils ont les armes, ce sera sans doute leur place à la fin, mais on savait que l'OM était dans une situation un peu inconfortable, et ils sont allés les chercher. C'est vrai que l'OM 17 tirs, 4 cadrés, c'est quand même rude, hein. Et sur les 1,69 d'XG, t'as sans doute, je ne sais pas combien, le penalty, il est à 0,79 d'XG estimé, donc t'as plus de la moitié de ton capital but qui repose sur ce penalty non transformé. Action dans le jeu, 0,68 pour l'OM, c'est quand même
assez dur. Donc Brest l'a pas volé. Brest a fait un super match et encore une fois, bah, pour tous ces joueurs, c'est ces vaillants de Ligue 1, les Ajorc, les Magnetti ou ceux qu'on commence un peu plus à découvrir comme Guido, ça fait plaisir. Et côté OM, bah, on va attendre cette patte Habib Bey. Voilà, parce qu'il faut désormais passer à autre chose. Une semaine de préparation, un peu à Marbella, en camp retiré. Qui va parler? Est-ce qu'on va réussir à mettre des mots sur les fameux mots marseillais? Ça peut être pas mal du tout. Euh, mais j'ai quand même trouvé la conférence de presse d'Habib Bey intéressante dans la communication et le fait de savoir ce que ça représente Marseille et lui-même qu'il a connu comme joueur et capitaine, il sait où il met les pieds, donc ça c'est un avantage. Mais voilà, dans cette saison où tu as quasiment tout connu, je sais pas, mais quand je dis encore une fois, depuis un mois, et cette fameuse défaite à Bruges, je sais pas combien de scénaristes d'Hollywood espèrent faire d'années de carrière pour imaginer ça. Enfin vraiment, c'est waouh, c'est renversante. Et t'imagines Benassia qui a posté sur Instagram sa démission, qui se retrouve 48 heures après quasiment avec les pleins pouvoirs, le coup de pression qui fonctionne. Donc désormais, voilà, c'est ce ticket Benassia Bey qui doit porter l'OM en fin de saison. Bey, si l'OM échoue dans ses jeux objectifs Coupe de France et top 4, il aura une petite part de responsabilité, mais ce ne sera pas la majorité du temps. On repensera à tous ces mercatos, à De Zerbi et à certains matchs loupés. Mais c'est sûr, c'est Benassia. Maintenant, c'est Benassia qui est un peu sur le devant de la scène. Déjà qu'il l'était beaucoup. Et si son OM ne convainc pas, attention. Parce que de toute façon, tu sais qu'en juin prochain, tu vas encore devoir changer pas mal d'organigrammes. Longoria, je pense qu'il va partir. Ça parlait pas mal de Pauline Gamère, la directrice du Red Star. Donc, on va voir ce que ça peut donner comme renouvellement. Mais oui, comme d'habitude à Marseille, on s'attend à un mercato actif. Mais là, ça va être aussi réorganiser un petit peu tout cet état-major avec peut-être Benassia qui ne sera plus là dans 3 mois. Et si Benassia, son choix c'était Bey, est-ce que le Bey sera le choix, le mec confirmé du prochain directeur sportif et du prochain président? C'est toujours ce genre de questions que je me pose. On va enchaîner les amis avec un autre match. Là, on a eu quand même le scénario de cette 23e journée de Ligue 1 avec Monaco mené 2-0 qui met 3 buts en 10 minutes et qui va chercher sa victoire et surtout qui permet, qui peut encore croire à un top 6, à un top 4, pourquoi pas. Monaco n'est plus qu'à 6 points de l'OM. Monaco met la pression. Pour Lens, évidemment, c'est un mini coup d'arrêt. Le plus important pour eux, ça a toujours été de rebondir le match d'après. Ils l'ont fait après la défaite à Marseille, ils l'ont fait après la défaite contre Metz, en début d'année contre l'OL, ils l'avaient fait. Donc c'est peut-être le petit regret de se dire, ils ont calé alors qu'ils menaient 2-0 et que dans une course au titre, c'est les 3 points potentiels qui vont faire défaut à la fin. Pendant 52 minutes, 1 heure de jeu, tu as un match quasi parfait, tout est bien exécuté. Il y a cette action du premier but que j'adore avec le centre de Thauvin, la remise de la tête de Thomasson et le but d'Edouard. Certains l'ont dit, ça rappelle le but de France 98 contre le Paraguay. D'ailleurs, dans le même stade, à Bollaert, avec le travail de Pires pour la tête de Trezeguet et le but de Lolo White en prolongation contre les Paraguayens, c'était vraiment bien exécuté également. Thauvin qui marque également un but. C'était une équipe, on se dit il manquait quand même Sangaré et Baïdou. Au bout d'un moment, c'est 2 joueurs phares, même s'ils sont arrivés que cette saison. C'est 2 gars qui t'ont tellement apporté. Donc t'as de la jeunesse qui est imposée parce que t'as pas un effectif hyper extensible avec toutes ces blessures. On a vu quand même de belles choses de la part de Gagnou, de Selic et de Bulatovic. Après t'as eu ce petit... Est-ce que c'est un excès de confiance? Est-ce que c'est un peu de perdition? Et en même temps, c'est tellement rare pour eux de se retrouver comme ça, un peu ballottés et remontés, que ils ont dit, on est finalement pas arrivé au bout du chemin, faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs, peut-être refaire un peu l'ordre des objectifs, assurer la place en Ligue des Champions, puis voir où en est le PSG. Mais en face, tu avais un Monaco qui a cru vraiment en cette victoire en revenant, pas dire nulle part, mais qui aurait misé 1 centime sur Monaco, mené 2-0. En plus, Crépin Diatta qui se blesse, tu as toujours les mêmes
comment dire, les mêmes problèmes dans l'infirmerie monégasque où tu as tellement de joueurs qui manquent à l'appel. Parce que là, si on fait le point sur les blessés monégasques, non mais regarde, c'est plus une liste là, c'est une fiche d'appel d'une classe quoi. Vanderson suspendu, Mawissa, Dyer, Akliouche, Radetchi, Salissou, Golovin aussi suspendu, Ouattara, bon, le comeback of the year, on le présente plus, et Minamino, ça fait 10 absents quoi. Tu peux faire un 11 quasiment. Tu peux faire un 11 avec tes absents. Il y a pas Tottenham en Europe. Je sais pas s'il y a d'autres équipes qui ont une telle infirmerie. Et malgré voilà, ces petites limites, malgré un Adingra qui fait pas un match parfait, bah voilà, Monaco a renversé cette situation avec quelques cadeaux adverses à l'image du troisième but et le départ supersonique d'Ansu Fati qui pique son ballon avec un Robin Risser qui est pas parfait là-dessus, mais ça se gêne. Je crois que c'est Gagnou et Selic. T'as aussi le coup de pied arrêté avec Zakaria qui met sa tête. T'as un Monaco, t'as une perte de balle aux 30 mètres. Donc ces petits défauts, ce petit relâchement, est-ce que c'est conscientisé? Est-ce que c'est un peu en dehors de ça? Mais ouais, ça va être un rappel à l'ordre pour ces fameux Lensois que la Ligue 1, ça peut, même contre un Monaco, tu te dis, bon, les mecs, ils sont sûrs à 100% de mettre leur équipe type contre le PSG, le retour, c'est ça la priorité de la Ligue des Champions. Mais quand je vous dis, en fait, ce résultat de Monaco et surtout cette dynamique retrouvée, je vais pas redire que c'est normal, mais on ne doit pas passer par ce genre de cheminement pour voir Monaco battre Lens et se rapprocher des places européennes. Le 11, dans un monde normal, il doit être compétitif. Peut-être que tu as 2-3 joueurs qui, oui, les Woodfest, les Kerrer, je ne suis pas convaincu comme vous, ou Thésée au milieu de terrain. Mais sinon, si tu prends poste par poste, Zakaria, Kamara, Balogun, Adingra, tu as quand même 4 très bons joueurs pour le top 4 de Ligue 1. Même Crépin Diatta, j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec le Sénégal, et même depuis son retour. Tu rajoutes quelques jeunes. Ouais, le banc, c'est pas forcément ça. Mais Monaco, écoutez, je pensais que Poconoli, ça allait être trop compliqué, qu'encore une fois, avec ce fameux vestiaire, ces sénateurs, il n'allait pas avoir la main. Et il a fini par réussir pas dire à convaincre son environnement, mais peut-être mettre une formule qui convainc, la défense à 3, le système qu'il connaissait bien à l'Union Saint-Gilloise, les pistons type Kai-Henrique, Diatta, des choix où je me dis, bon, Zaka en défense centrale, j'aime tellement ce joueur au milieu de terrain que ça me titille, mais finalement c'est un patron, donc l'avoir derrière pour assurer tout ça. En plus t'as Zachary, il y a eu de sacrés duels avec Hudson-Edouard, hein. Franchement des duels de beaux, ça s'est bien rentré dedans, comme on dit. Bientôt le retour de Mawissa et de Radetchi, et bientôt la rechute également. C'est vrai que c'est dur parce que Monaco avec un gardien rassurant type Radetchi, pareil, hein, peut-être que tu serais pas à cette place-là avec pas mal de points de retard. Mawissa aussi, qui est un des jeunes qui doit monter sur les prochaines années, qu'on avait bien aimé à Toulouse et qui n'a pas encore totalement décollé et qui a eu ses pépins physiques à répétition. Et comme tu le dis, Loulou, hein, c'est vrai que Camara, super joueur, toujours, on aime tous Lamine Camara. Et Balogun, hein, qui commence peut-être enfin à avoir des statistiques à la hauteur de ce qu'on a connu à Reims, même si on en est encore loin. En Ligue 1, c'est 5 buts et 3 passes D. Mais voilà, là, sur la période récente, c'est un doublé contre le PSG et c'est ce but contre Lens. Sinon, c'était une passe D contre Rennes. C'était pas étincelant, hein, Balogun. Un but contre Orléans, un contre Galatasaray, un contre Pafos, un contre le Paraguay en sélection, un but contre Lens déjà à l'aller. L'Équateur, il plante pas mal avec sa sélection. Mais c'est vrai que Balogun, c'est un profil qui est quand même assez sympa chez les neufs et des fois j'ai trouvé sous-exploité à Monaco. J'ai souvenir notamment du match à Nice, le derby, où tu avais Dante, et on a vu la semaine dernière Dante en souffrance contre l'OL et quelques percées, et il y a eu très très peu de ballons en profondeur pour Balogun, parce que je pense que c'est une de ses qualités majeures, un atout en or, c'est réussir à le lancer, lui donner des espaces, et Balogun a eu très très peu de ballons comme ça à exploiter, donc petit regret des fois de trouver pas un Balogun assez disponible. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est les joueurs qui donnent pas assez ces ballons là dans les 30 mètres adverses à utiliser? Mais c'est vrai que le doublé contre le PSG assez efficace, là encore une fois un but, ouais, en vrai t'es qu'à 5 buts cette saison, je pense qu'il peut faire largement mieux, ça peut le faire. Balogun doit jouer seul en pointe pour exprimer son plein potentiel.
Ouais, je peux l'entendre, franchement. Des fois, on a dit, ouais, faut un 9. Après, t'avais Balogun Mbolo, t'avais Mbolo Biret qui tournait même mieux. Mais c'est une bonne réflexion. Merci, Père Castor, pour le petit prime. Je cherche Hendrick et le fameux match facile des Lyonnais. Quelqu'un les a vus. Aïe, aïe, ça chambre. Ça chambre, ça taquine, quoi. Pour avoir été au stade, Charka nous dit sur le match, Monaco mérite la victoire. Je suis d'accord. Trop d'erreurs individuelles des jeunes joueurs de Lens. C'est ça, c'est. Bah, la jeunesse, tu sais ce que tu gagnes. Hein. Tu récupères un plein d'énergie, des dépassements de fonction à l'image de Gagnou, des joueurs qui sont des fois un peu imprévisibles dans le bon sens, et aussi des fois ça peut plonger. Et il y a eu ces 10 minutes d'absence, de blackout. Euh, Comme je vous dis, j'ai pas envie de dire que c'est la fin. Pour moi, ça arrive de perdre. Lens doit se réhabituer à la défaite parce que ça arrivera. Hein. Tu peux pas être parfait avec ce niveau-là. Parce que oui, on va toujours reprendre un petit peu peut-être le classement et rappeler ce que représente cette saison lensoise. Lens, 17 victoires en 23 matchs. Oui, ils ont perdu, mais 17 victoires en 23 matchs. C'est quand même une série qui est démentielle. Tu gardes ces 7 points d'avance sur l'OL. C'est vrai que je me suis dit que avant le coup d'envoi de Strasbourg-Lyon, si l'OL gagnait et revenait à 4 points, je dis, quand même, Lens, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment tout gagné. L'OL a peut-être été un peu sur un courant alternatif au début. Et là, pour le coup, tu gardes ces 7 points d'avance sur eux. Bon, c'est peut-être le titre. T'as encore un Lens PSG, sait-on jamais. Mais c'est peut-être la perte du titre parce qu'on doit y penser. T'as récupéré ton fauteuil. Voilà, c'est bien. T'as ce petit suspense, ce petit truc qui peut t'entretenir. Même Risser rate complètement son match. Ouais, c'est vrai que Risser, qui a d'habitude assez irréprochable, a pas été dans un très grand jour pour les Lensois. On enchaîne avec ce Toulouse-Paris FC. Eh bien écoutez, match assez intéressant, parce que je vous dis, on a un changement d'entraîneur, et malheureusement la fin de Stéphane Gilly. Alors est-ce qu'on pouvait s'y attendre ou pas? Mais c'est vrai que le Paris FC qui a souvent été dans cette zone un peu de plus en plus reculé, et le premier à la portée du barragiste, ils ont gagné que 5 matchs sur les 23. Après voilà, bien sûr, Stéphane Gilly n'est pas le seul responsable de recrutement qui sont douteux. Alors les joueurs qui sont arrivés cet hiver, on va peut-être leur laisser un peu de temps. Thierry Immobilier, bon, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Coppola, c'est un jeune défenseur qui a fait de belles choses en Serie A. Je pense que c'est pas mal de le relancer. C'est peut-être pas le contexte idéal pour arriver. Mounetti connaît très bien la Ligue 1, donc ça, pourquoi pas. Coller Ocho en joker, j'apprécie. C'est plus les joueurs qui sont arrivés, les Jebez, tu vois, qui restaient sur le banc et qui, je pense, Jebez, le temps de jeu ces derniers temps, ça doit être assez terrifiant. T'as joué 58 minutes contre Lorient en Coupe de France. Sinon, c'est 4 contre l'OM. T'es pas rentré contre Auxerre, t'es pas rentré contre Toulouse. Contre Angers, t'étais également sur le banc. Ouais, lui, c'est un des perdants de la période actuelle. Mais voilà, le sort de Stéphane Gilly a donc été acté, jeté. Et oui, bien sûr, j'ai pas oublié le bon vieux Otavio sur l'échec de ce mercato d'été. C'est Antoine Comboiré qui va récupérer le truc. Que je vous dis, rien contre lui. Bravo pour les différentes missions maintien. Son Valenciennes, son PSG. Il a eu des accomplissements. Hein. La Coupe de France. Mais je pense à Comboiré quand même depuis pas mal de temps. Ce qu'on a vu à Nantes, c'est même recette. Difficile, hein, on va pas se mentir. C'est rude, hein. Ce choix m'interpelle. Je peux comprendre que peut-être l'objectif du Paris FC, c'est se dire bon, on a fait un peu n'importe quoi, hop, on va assurer le maintien et après on fait le ménage qu'on attend sur l'effectif Ligue 2, parce qu'il y a des joueurs qui malheureusement n'ont pas le niveau Ligue 1, qui doivent repartir à l'étage inférieur ou peut-être partir à l'étranger. Mais je sais pas, il n'y a pas d'autre chose que Comboiré en vrai dans la vie. Il y a toujours le même répertoire d'entraîneurs. C'est pour ça que je suis un peu dubitatif, surtout de la part d'un projet comme ça. Tu vois, t'as Red Bull qui arrive, t'as du Mario Gomez, t'as du Jürgen Klopp dans le conseil de surveillance. Est-ce que Jürgen Klopp, on lui a vraiment montré ce profil de Comboiré? Il a dit c'est ce gars-là que je veux. Je sais pas, c'est particulier quoi. Après, comme on dit au début, Comboiré c'est un gars qui maîtrise ce genre de situation. Nous on a notre vision suiveur. Ceux qui sont dans le métier ont une vision différente. Oui, bien sûr, il peut réussir à faire ça parce qu'il connaît par cœur ce job. Je vais pas lui apprendre, hein, c'est pas mon rôle. Mais le narratif Comboiré a toujours sauvé ses équipes, je suis pas forcément d'accord, tu vois. Je répète, Lens, Toulouse, Guingamp, il est là dans des saisons où ça descend. Et à Nantes, ils le font partir à la toute fin pour remplacer par Aristouille, qui obtient son maintien à dernière journée. Donc il a été quand même, comme dirait Arne Slot, sur certaines scènes de crime. Il s'est pas tout le temps fait prendre, mais voilà, le bon vieux Comboiré n'est pas irréprochable. Après, voilà, c'est un nouveau
projet, c'est un nouveau club. J'imagine qu'il peut être très content de récupérer un effectif avec Max Lopez, avec Kebal. Ça peut être quand même assez sympa. D'ailleurs, sur le match juste côté Paris FC, je crois que c'est notre ami toulousain Elliot qui le dit. Toulouse a fait un énorme match, parmi nos meilleurs de la saison. Le foot est injuste, Trapp fait un match de fou furieux. Je suis d'accord avec toi, ils sont vraiment pas récompensés, les pauvres Toulousains qui ont pilonné la cage du PFC avec Trapp qui a fait ouais, je suis d'accord avec toi, un des meilleurs matchs de sa carrière. 2,93 d'XG, 23 tirs, 10 cadrés, 5 occasions, 4 grosses occasions manquées. Waouh. Ok, en fait, on a juste le Barça Prime 2011 qui fait une prestation comme ça face au Celtic et qui perd quand même 2-1. Le foot ne te récompense pas. Normalement, il doit donner sa part de réussite aux audacieux, mais ça n'a pas été le cas. J'ai bien aimé quand même l'action du Paris FC avec la petite course de Gori qui remet bien la passe pour Monetti et un peu plus de largesse. Mais c'est vrai que le Toulouse a fait un très bon match. Je suis d'accord avec toi, ça a bien bougé. Il y avait des choses intéressantes. Le retour de Metalli qui n'avait pas été titulaire depuis un moment, qui a été blessé de mémoire à la cuisse, te fait du bien. Lui, pareil, dans son couloir, quand il a un peu de liberté, c'est très très fort. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Toulouse à part d'être tombé sur un Kevin Trapp en état de grâce? C'est dur. Quand je te dis, le regret que j'ai, c'est que sur cette période, tu avais des matchs abordables et que tu n'as pas capitalisé là-dessus. Donc, c'est dur. C'est dur. Mais en même temps, ça peut aussi te donner de l'espoir que les joueurs sont toujours impliqués dans un projet. Tu es à 100%. T'as manqué ce petit truc de réussite. T'as aussi pour la saison toulousaine, je n'oublie pas, c'est un peu toujours quelque chose qu'on évoque souvent, cette Coupe de France. T'as ce match au Vélodrome, si tu le gagnes, t'es en demi-finale. C'est pas rien, c'est une compétition que t'as remportée il y a 3 ans et qui avait pas mal marqué les esprits. Donc non, c'est vrai que pour ce TEF, comme d'hab, hein, ils avaient tout mis, la table était dressée, pour ne pas paraphraser un certain Pascal Duprat. Mais c'est vrai que là, pour le coup, niveau arrêt, Kevin Trapp a fait très très fort. Certains joueurs auraient peut-être pu faire mieux dans cette zone de vérité. Et pour le Paris FC, écoute, t'es 15e, 23 points. Passage de témoin entre Gilly et Comboiré. Quand je te dis, Comboiré, il arrive, ok, t'as peut-être des erreurs de casting, des joueurs qui sont trop légers pour la Ligue 1, mais bon, quand même, quand t'as Max Lopez qui est suspendu, Chergui qui a quand même été un bon élément, quand je te dis, surtout Kebal et tout, t'as quoi de t'amuser. Après, c'est encore une fois, Comboiré réussit sa mission maintien. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on va sur un autre type de coach? Un mec estampillé Red Bull, je sais pas moi, un Marco Roseux, quelqu'un comme ça. Je cite les coachs un petit peu de cette, de cette écurie. Mais ça m'intéresse de savoir quelle va être l'approche du Paris FC, quelle va être la justification. Si c'est finalement bouger Gilly parce qu'on sent qu'il y a l'urgence de rester en Ligue 1 pour la crédibilité du projet, Comboiré nous offre ça, hop, et après c'est bon, on repasse à l'action. Après, je peux pas. Moi, j'ai toujours été, je vais pas dire indulgent, mais dans un certain sens, de me dire, bon, ils redécouvrent la Ligue 1 quelque part. Donc, ils peuvent faire des erreurs. Peut-être qu'ils en ont fait trop. Je pense que c'est le cas. Ils ont aussi eu ce discours qui a toujours été de prudence. Eux, ils ne sont jamais arrivés comme Monaco 2013. On va prendre Falcao, Moutinho, James, Kondogbia, Martial, Berbatov, tout ça. Ils ont été plutôt en mode, on est là pour apprendre. Et j'aime bien cette forme d'humilité. Après, oui, la prudence, ça n'explique pas toutes ces heures de casting et l'absence aussi de Pat Red Bull dans le jeu, même si des fois sous Gilly on avait quand même de la qualité dans la possession. Là sous Comboiré, ça va être quelle tactique, ça va être quelle approche, est-ce que vraiment on va balancer des longs ballons sur Immobilier 36 piges qui va devoir aller au charbon contre des défenseurs rugueux de Ligue 1. J'ai hâte de voir ça, franchement ça peut être une belle distraction. Et voilà, encore un changement de coach, mine de rien. C'est vrai que cette saison en Ligue 1, il y a une grosse rotation. Il faudra faire peut-être le point sur le pourcentage de coachs évincés. On va rajouter, comme je vous dis, je pense, Pélissier du côté de la GIA. On a quand même pas mal de coachs où ça tourne. Hein. Mais ouais, tu vois, même le momentum, Toulouse, c'est assez terrible. En plus, tu as le but refusé d'hors-jeu de Dayan Metalli, où ça joue vraiment à un pied, un truc pas grand-chose. Donc ouais, c'est quand même pas évident cette rencontre qui, comme je te dis, le TEF, si à la fin il te manque quelques points pour l'Europe, c'est là où tu devras dire, hop, c'est là où on a pêché. On va aller sur le match suivant, ce PSG-Metz. Bon, évidemment, le match des extrêmes
entre ces deux équipes, avec un PSG qui est allé chercher sa victoire très très vite. Voilà, on a fait la différence. Je pense que vous l'avez tous vu, l'action de l'alignement messin avec le pauvre Kofi Kouaou qui reste dans son camp et les deux Parisiens, Dondoué, qui partent dans leur camp. Et derrière, ça suffit pour allumer Fischer. On voulait voir un petit peu ce match. Le PSG qui sortait quand même d'un match compliqué à Monaco, avec une entame ratée, des absents. Doué qui sort, mais de ce que j'ai compris, c'était peut-être plus de la prudence en vue des prochaines échéances. Pareil, contre un Metz quasiment déjà condamné, qui a la tête en Ligue 2, pas simple de tirer les enseignements, mais c'est quand même des choses qui, moi, me plaisent. Zaïre Emery, toujours aussi bon, toujours aussi irréprochable, sur la même lancée que ces derniers mois. Peut-être le joueur parisien le plus régulier de la saison, et c'est pas forcément celui qu'on mettait en avant au début parce qu'il n'était pas dans le 11 titulaire qui a remporté avec des champions, mais voilà, le couteau suisse qui fait alterne entre latéral droit et au milieu, j'ai trouvé encore une fois très bon, très revenant, cette passe décisive pour Doué qui est très bien distillée. Barcola qui marque, ça allait faire du bien parce que voilà, on sait qu'en Ligue des Champions, il reste sur une série d'un an sans planter. Et pour un attaquant d'une équipe aussi dominante, ça fait tâche. Warren n'est pas loin d'être le meilleur Parisien de la saison, potentiellement l'un, voire le meilleur milieu français actuellement. Franchement, le meilleur milieu français actuellement, ouais. Enfin, j'aime beaucoup Manu Koné. C'est pas le joueur qui est le plus mis en avant avec la Roma. En plus, il a été blessé. Mais avec l'équipe de France, il a fait de belles choses. Donc, ok. Chouameni, voilà, c'est un peu inconstant, mais on sait qu'il est tellement capable de mieux. T'avais Camara, mais qui paraît s'est blessé, qui était sur une très très belle saison. Sinon, oui, Rabiot, il fait sa saison du côté du Milan. Mais je pense que le meilleur, le plus impressionnant, le plus régulier, c'est lui, ouais. Je pense que t'as raison. Et du coup, il va revenir pour la liste. Enfin, il est déjà revenu, mais il va revenir pour l'équipe de France. Il va avoir sa place à Codion. Tolisso, ouais, Tolisso, c'est vrai. Tolisso fait une très belle saison, mais je mets quand même Zaïre Emery devant. Voilà, je pense que c'est mon numéro 1. Et intéressant, pareil, de voir Zaïre Emery qui va être dans cette liste de Coupe du Monde, c'est en tant que latéral droit, en tant que milieu de terrain, mais un joueur polyvalent comme ça pour la dèche, c'est du tout bon. Ouais, Manu Koné revient bien, un bon match aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que la Roma qui a gagné contre la Cremonese 3-0, je pense que c'est le genre de joueur. De toute façon, moi j'ai hâte de voir un jour le double pivot El Ainaoui Koné, ça va être fantastique. Comment Dédé va justifier de ne pas prendre Tolisso ? Tu sais quoi, comme je te dis, Tolisso mérité et aurait dû être sélectionné depuis un paquet de rassemblements, mais s'il le prend pas, enfin s'il l'a pas pris avant, je me demande pourquoi il le prendrait là maintenant. Parce que si le mec, ça saute aux yeux que oui, dans une liste élargie parmi les 5-6 milieux de terrain, quand tu vois les méformes de certains, Tolisso aurait dû avoir sa petite place, sa petite chance. Et non, enfin, il a été mis de côté. Donc là, j'ai l'impression que l'histoire est fermée. Mais bon, c'est un sport où on sait qu'on peut. Il y a des chapitres qui peuvent de nouveau se aboutir. Là, j'ai du mal à y croire, quoi. Mais qui on enlève pour mettre Tolisso maintenant ? Après, tu as des joueurs, Kanté qui est revenu en Europe, dans le championnat européen avec Fenerbahçe en Turquie. T'as Guendouzi qui est aussi là-bas. Est-ce que Guendouzi fera partie de l'aventure ? Camara, sa blessure, j'ai l'impression que ça va trop éloigner du mondial. T'as 4-5 noms qui sont à peu près sûrs. Chouameni, Koné, Kamavinga, Zaïre Emery et Rabiot. Et après, t'as peut-être une place de 6ème. Mais est-ce que ça va pas jouer pour peut-être plus Kanté, qui lui a un gros vécu équipe de France par rapport à Tolisso. Boadi, c'est vrai que Boadi, on aimerait le voir un jour. Peut-être que ce sera pour la prochaine génération, avec un certain ZZ. T'en penses quoi de Dro, si on enlève le physique de la Ligue 1 ? Dro Fernandez, j'aime bien, il y a des gestes, il y a des intentions qui me plaisent. On sent qu'il doit encore se parfaire, se mettre au diapason de la machine collective de Lucho. Mais comme je me répète, l'effectif du PSG avait besoin de retouches au mercato. Certains vont dire de la qualité, oui, mais surtout de la quantité, parce que des fois, il y a des bancs, quand t'es le PSG, qui sont trop insuffisants. On sait qu'ils sont passés par 2 saisons en une, la Coupe du Monde des clubs, seulement 3 semaines de préparation, pas de préparation véritable. Mais écoute, Dro Fernandez, je le trouve assez pertinent. Et en match, le PSG qui récupère son fauteuil de leader. Alors Ramos qui marque un but qui est très bien exécuté avec le crochet, le pétard. J'ai trouvé encore une fois son match en tant que titulaire
pas dingue. Donc j'en attends encore plus. Sinon, comme toujours, hein, j'aime bien les matchs de Kang In Lee, hein, Kang In Lee titulaire. Lui, j'ai l'impression qu'il va toujours stagner et rester un petit peu comme le troisième, quatrième homme, enfin 13e, 14e homme sur le banc. Mais je sais pas, peut-être que ça peut être un des acteurs du PSG en Ligue 1 et à avoir sa belle contribution au titre, parce qu'à chaque fois, je le trouve quand même bien en jambe, quoi. J'espère que Deschamps va remplir les places marquantes par des jeunes. Ah oui, Deschamps va remplir les places manquantes par des jeunes. Je sais pas, c'est toujours sa fameuse logique de groupe. C'est intéressant, il va peut-être se dire bon, je vais pas prendre des jeunes qui pourraient être frustrés et mettre des mecs des 27-28 ans qui seront contents de faire partie de l'aventure, comme les Guendouzi, les Disasi qu'on a connus il y a 4 ans. Mais en termes de performance, peut-être que oui, je préfère avoir un Boadi qu'un Guendouzi. Ça, je te rejoins, quoi. Tu partages l'avis de Alex de Castro que le PSG aurait dû recruter comme un vainqueur de LDC avec des gros noms type Tonali, Rice, etc. Oui, Alex a raison. Après, on est tous d'accord. Il y a des noms, par exemple, ce Newcastle, Tonali, Guimarães, ça fait un paquet de temps qu'on les associe au PSG. Mais quand on entend le discours de Campos, qui est un peu aligné sur celui de Luis Enrique, ils n'arrêtent pas de dire nous, on veut promouvoir des jeunes, on veut s'appuyer sur un centre de formation, on va faire des coups à la Dro Fernandez. J'ai l'impression que le PSG a tellement bien apprécié ce qui s'est passé avec ce mercato, l'enchaînement des matchs, des compétitions, des mecs qui performent, qui s'adaptent très vite, les João Neves, les Doué, les Gvara, etc., qu'ils n'ont pas envie de bousculer ça. Mais après, t'as raté ton mercato d'été avec Zabarni et Chevalier, faut le dire. Alors, t'as raté ce mercato, ça veut pas dire que les mecs sont définitivement condamnés. Voilà, sur la saison, ça paraît compromis. Ouais, je pense qu'il faut quand même toujours apporter des petites retouches. Hein. Si tu as la puissance financière et tu as des joueurs en ballottage, on peut penser à Fabien Ruiz, est-ce qu'il va rester le cas de Marquinhos, son avenir, le gardien de but, non, ça a toujours assez pertinent. Ouais. Ils avaient fait Gvara l'hiver dernier qui a eu un gros impact pour gagner le DC, ils auraient pu prendre un gros joueur cet hiver aussi. Ouais. Et d'ailleurs, t'as pas eu de rumeurs. Hein. En vrai, vous me connaissez. Hein. Moi, Barco, c'est le joueur que j'adorais voir dans ce PSG-là. J'ai l'impression que ça va peut-être pas forcément se faire. On verra si Chelsea mettra un petit peu son option privilégiée, mais ça pourrait être pas mal, quoi. Quel serait l'adversaire du PSG en huitième de finale de Champions en cas de qualif confirmé la semaine prochaine? Eh bien, c'est soit Chelsea, soit le Barça. Hein. T'auras quoi qu'il arrive un gros morceau, mais on n'oublie pas Monaco, parce que maintenant Monaco nous a montré que ils peuvent réussir à faire des retournements de situation, donc on va pas les boycotter. J'aurais pris Lookman. Lookman, oui, hein, Lookman, solution, quand tu vois que l'Atlético le récupère pour 35 millions d'euros. Oui, alors certains disent il s'adapte pas, il est pas compatible avec le système de Lucho. Oui, mais le talent finit toujours par trouver une petite place, et je pense qu'il aurait été totalement capable d'évoluer soit à gauche, soit à droite, soit dans l'axe, soit juste derrière. Oui, je pense que Lookman, ça aurait été quand même pas mal pour le PSG. Ça fait partie, encore une fois, oui, des noms qu'on a souvent cité, quoi. Lookman, joueur de collectif, vu ce qu'il a fait avec l'Atalanta, avec le Nigeria, je pense qu'on est dans cette veine-là, quoi. Et pour les Messins, voilà, hein, c'est toujours difficile. T'as pas gagné depuis très longtemps. 3 victoires en 23 matchs. Tu vas affronter Brest. En plus, tu te déplaces à Lens. Ouais, c'est un peu... C'est dur, hein, parce que finalement, la place de barragiste est qu'à 4 points. Mais des fois, c'est... Après, bon, il n'y a pas de honte à perdre contre le PSG quand t'es Metz. Mais dans la dynamique et le message envoyé, j'ai l'impression qu'ils ont tellement renoncé par moment. Même le choix du coach Tavenot. C'est quand même compliqué, quoi. On enchaîne, les amis, avec ce Auxerre Rennes. Eh bien, écoutez, pas mal de choses à dire, parce que c'était la première de Francaise, qui s'est appuyée évidemment sur les bons travaux de monsieur Tambouret, le 4-2-3-1. Et un système qui tourne autour de Szymanski en 10, voilà, le fameux milieu offensif qui devait changer le jeu du Stade Rennais. Un vrai bon match, mais que dire de Madi Camara avec son doublé, Le Paul, le très beau but, Brassier que j'ai trouvé excellent, Naguida qui est en train de prendre une place de plus en plus prépondérante. Donc voilà, c'est vrai que c'était un match un peu de changement, dans un sens pour Rennes. Auxerre qui va sans doute dire au revoir à Christophe Pélissier. Après, quand tu rates ta première mi-temps comme ça, c'est toujours pareil. Hein. Si le but de Sinayoko, qui est hors jeu d'un genou de quelques millimètres, il est accordé, quelle est cette rencontre? Est-ce que tu as
un truc qui peut totalement les switcher, ça peut être intéressant. Ah, j'aime bien le message de Peter qui dit: j'étais au match, je suis la GL depuis plus de 10 ans, je me rappelle pas d'une si mauvaise première période malgré 20 bonnes minutes et le but de Sinaoko où le hors-jeu n'a pas été rentré à la ligne avec la ligne, mais alors derrière la fin de première mi-temps, une honte, comme si les joueurs avaient lâché le club, lâché le coach. 4 changements à la mi-temps, c'est vrai. J'avais jamais vu ça. C'est vrai que c'est très rare. Les 3 changements, on a déjà eu le cas, mais 4 changements d'un coup, c'est fort. J'avais jamais vu cette situation. Les supporters ont beau soutenir le coach et demander le Wanty out, il aura raison de nous quitter dès demain. Car d'après les rumeurs, une réunion a eu lieu après la rencontre, on est parti et PIC devrait préparer ses valises. Honnêtement, je souhaite toute la réussite d'ailleurs. Très bon entraîneur, j'aimerais beaucoup le voir avec un plus gros club. Car bon, cette année, avec le recrutement de Wantier, il peut rien faire pour être remplacé par des pions de Wantier. Avec ce qui paraît, donc bon, le club se fait pourrir par lui intérieurement. C'est dommage. Bah, très bien, témoignage d'un supporter auxerrois qui appuie ce que je disais au début du live, où vraiment, pas dire que c'est Auxerre ton univers impitoyable, mais pas loin. Hein. T'as JR Wantier qui fout le bazar, et t'as des clans, et t'as ce conflit entre plusieurs parties, et bah voilà, là on a Pélissier qui va être sacrifié, ou à qui on a fait comprendre de partir. Désormais, bah faudra assumer ce choix, et comme t'as dit, hein, le mercato raté, mercato hivernal où t'as pas fait venir d'attaquants supplémentaires, hormis Romain Fèvre, t'as échoué Gaëtan Perrin après un mois à aller courir après avec ce retournement de situation. Donc ouais, difficile pour la GIA, comme je te dis, hein, c'est vrai que t'as ce but, après derrière ils ont tellement plongé la faille monumentale, Camara qui est laissé libre, pareil le Paul, tu laisses beaucoup trop de liberté. C'est une équipe qui a quand même des joueurs, je répète, hein, pour la Ligue 1, quand je vois Sinaoko, quand je vois Danois, quand je vois les pro EPA de Laminsi, Namasso aussi qui me plaît bien, il y a un truc à construire autour. Mais quand tu plonges comme ça mentalement, et après on savait qu'il y a toujours cette question du coach, est-ce que ça tenait finalement pas qu'à un fil? Et malheureusement, ils attendaient presque cet effondrement sur un match, c'est quand même quelque chose. Donc on verra quel nom sera choisi. Comme je vous dis, il y a aussi cette possibilité de promouvoir quelqu'un en interne, un Djibril Cissé, avec son nom, avec ce truc, vas-y, on part au combat, on rend resserré avec cet ADN de la GIA. Mais le match, il a tellement mal tourné pour eux. J'avoue que j'étais assez scotché et bluffé. Et côté Rennais, bah, tu as profité de cette bête blessée où tu as appuyé là où ça fait mal. 3-0 après une mi-temps, 45 minutes. L'affaire est dans le sac. Où, mine de rien, notre ami Tambouré, j'insiste, hein, mais peut-être que ce match contre le PSG, où il ne sera resté qu'une seule rencontre sur le banc, ça a changé le destin de la saison rennaise, qui a de nouveau se retrouvé optimiste et ambitieux pour l'Europe. Voilà, hein, avec 2 vrais ailiers, on arrête le système qui est très dépendant des pistons, parce que c'est, encore une fois, je vous le dis, quand ton système dépend à ce point des joueurs de couloir, c'est très bien, parce que bah, si c'est des monstres, si c'est Di Marco, Dumfries Prime, ça peut t'apporter tellement de réjouissance. Par contre, si c'est des joueurs qui sont sur courant alternatif, comme Merlin, comme Frankowski, comme Altamari qui n'est pas un spécialiste du poste, attention, là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué. Et là je me dis que tu as Nordin, Altamari en ailier, très bien, et derrière tu as Naguida et Merlin en latéraux. Voilà, c'est cohérent, tu peux avoir un peu plus de combinaison dans ces couloirs-là, et peut-être certains joueurs axiaux qui vont pas être obligés de se décentrer, d'aller vraiment aider ces pistons-là. Et ça a quand même une belle petite allure, ce Stade Rennais-là. Et comme vous le dites, Camara, le doublé avec Hez, après s'être pris une balle il y a 6 mois en conf de presse pour ne pas être allé à Nice, c'est football. Ah ouais, c'est un sport qui réserve des histoires quand même assez fantastiques. Pour rappel, Madi Camara l'été dernier devait signer à Nice, où Francaise était en poste. Finalement, revirement de situation, Rennes qui arrive et qui propose le chèque impossible à refuser, donc volte-face, et Camara part à Rennes, et Francaise fait une conférence de presse où bah, il l'assassine un petit peu, et il dit bah voilà, en gros c'est pas mes valeurs, Camara n'a pas été correct, hop, voilà, qui arrive finalement quelques mois après à Rennes, c'est Francaise. Et Camara a expliqué en zone mixte que les deux, bah, ils ont eu une réunion, ils se sont expliqués, ils ont mis les choses à plat. Et bah, quel est le meilleur message? C'est une des meilleures performances de Madi Camara à Rennes. Même, voilà, il y a ce doublé et 2 très beaux buts très bien placés. Mais là, pour le coup, c'est vrai que cette réconciliation, ça va être aussi un des petits déclics de la saison rennaise. Beaucoup réclamaient une alternative au 3-5-2 Inaovid de base sans créatif au milieu. L'impression qu'il s'est trop entêté avec ça à cause aussi de ses conflits avec la direction qui n'y aidait pas. Dommage, parce que ça a pénalisé tout le monde dans l'histoire. Ouais, c'est vrai que Habib Bey, ce fameux système 3-5-2, il s'était enfermé dans une prison tactique qui n'était pas évidente pour cet effectif-là.
Mais je me dis que ouais, double pivot, Rongier Camara en Ligue 1, très bien. Le 10 créatif, Szymański, quelqu'un l'a dit, ouais, Szymański, il, à la fois, il peut disparaître, mais en même temps, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est la marque de fabrique de ces joueurs-là. Évidemment, Arnin qui prend Szymański pour Lovro-Mayer, autre joueur vraiment créatif qui avait fait un vrai beau passage. Mais en tout cas, c'est vrai que ce Stade Rennais-là, on commence à peut-être se dire, tiens, attention dans ce sprint final pour l'Europe, ça peut être un beau candidat. Je vais juste peut-être revoir les matchs de Rennes, leurs adversaires directs, parce que Rennes reçoit Toulouse, va à Nice, reçoit Lille, va à Strasbourg, va à Lyon, va à Marseille. C'est vrai que tu vas à Strasbourg, tu vas à Lyon, tu vas à Marseille. Pas évident, tu as aussi ce déplacement dans l'enfer de Francis Leblé à Brest, mais dans l'autre sens, tu as Metz, Angers, Nantes et le PFC à la maison. Je sais pas si tu fais le plein à la maison, mais tu vas aller chercher une ou deux victoires, mais c'est aussi des équipes qui seront normalement le couteau entre les dents pour aller te chercher le moindre point. Donc pas mal, hein, tu risques d'avoir une saison avec à chaque fois des adversaires à enjeu. Et non, quelqu'un me demandait, ouais, Mbolo, il est rentré. T'as Zabiri aussi qui a fait sa première, qui a été blessé depuis son arrivée. Blas, comme je vous dis, c'était une de mes curiosités. Je pense que Francaise va quand même peut-être lui préférer Szymański. Voilà, Francaise, ce qui s'est passé à la fin à Nice, c'est quand même un peu lunaire. Et il l'a dit lui-même, pareil, dans une déclaration, qu'il a mis trop d'énergie dans des causes où il n'aurait pas dû un petit peu se disperser. Là, il va se reconcentrer sur le terrain. Une direction qui est normalement alignée sur lui, ce qui a été un des défauts pour Abibay, qui a dû faire pareil, c'est un peu un miroir avec cette équipe auxerroise. Mais si Francaise, il a 100% de la direction derrière lui, ouais, il a un effectif sympa, peut-être qu'il peut décrocher une place en Coupe d'Europe, et on sait que lui, c'est un très bon entraîneur de Ligue 1. Le petit péché mignon, alors il y a eu cet exploit contre Arsenal, hein, je n'enlève pas ça, mais c'est les parcours européens. Attention, c'est pas forcément là où il réussit, parce qu'il y a ces deux campagnes Kata avec Nice en Europa, avec Lens, il se fait sortir par Fribourg en Europa League, donc j'attends plus de Francaise en Europe s'il accroche cette compétition la saison prochaine. Chez nous, je suis assez optimiste. Moi, je pars du principe, comme c'est un coach que j'apprécie dans sa vision du foot et même humainement. Après, on sait tous que Francaise et Rennes, ça devait se faire un jour ou l'autre. C'est un moment particulier. Finalement, ils ont réussi à se retrouver. Et on va voir désormais. Mais que je te dis, hein, Rennes a des équipes qui réussissent quand même encore une fois à investir, qui vend toujours bien, mais qui fait quand même du bon petit mercato. Alors, il peut avoir des erreurs de casting, mais là, ça va être pas mal. Tu penses que ça vaut le coup d'aller voir Rennes Toulouse la semaine prochaine ? Ne me pose pas la question, va sur la billetterie du Stade Rennais et prends cette place pour te régaler entre le Martinez Novel Ball et la première de Francaise à la maison. Comme je te dis, hein, très souvent cette saison en Ligue 1, il y a des matchs qui sont très sympas. Et là, je pense que ça pourrait être un rendez-vous kiffant. Et dire qu'on n'a pas Jacquet à Boudlal. C'est vrai qu'il y a aussi des joueurs qui manquent. Rouault et Brassier qui étaient un cran en dessous par rapport aux autres centraux rennais, qui ont fait un bon match. Bonne question de 5 centimes, Kevin Danois, est-ce que tu lui penses un avenir dans des bons clubs européens, niveau Dortmund, Betis, Atalanta ou plus haut? Alors, c'est une bonne question. Comme je vous dis, moi, il y a deux catégories de jeunes. Comme ça, il y en a qui sont prêts pour le grand tremplin. Il y en a qui peuvent aller dans la catégorie supérieure parce que ils n'ont pas besoin de ce club intermédiaire. Cherki, Doku à City, par exemple. Kevin Danois, j'aime beaucoup, mais je pense qu'il a peut-être besoin de ce truc intermédiaire. Voilà, tu cites Dortmund, Betis pas mal, Atalanta. En Ligue 1, je sais pas, mais dans un Monaco par exemple, dans un Lille, s'ils avaient des thunes, ça pourrait être très bien. Après, je pense que Auxerre va quand même demander un certain montant. J'ai l'impression que ça se dessinera plus à l'Allemagne. D'ailleurs, Clément Akpa devait aussi signer à Francfort l'été dernier, ça ne s'est pas fait. Donc Kevin Danois, pour moi, je le vois bien en Allemagne. Même Dortmund s'est élevé. Ouais, après, comme il a souvent joué dans une équipe milieu de tableau, peut-être. Mais tu le mets dans un Francfort, par exemple, entraîné par l'immense Albert Riera désormais, on peut avoir du bon divertissement. Même une équipe comme Stuttgart, qui travaille bien depuis son retour en Bundes, ça a du sens. Donc Kevin Danois, pas prêt pour le très gros club, mais le club tremplin, je pense qu'on y va tout droit. Hein. La vente, elle va se faire à ce niveau-là. Et oui, comme tu dis, Djarka, c'est vrai que Akpa a été approché par Monaco. J'aurais préféré ça que Woodfest, hein, je vais pas vous mentir. On enchaîne avec encore 3 matchs à voir, ce fameux multiplex où il s'est passé beaucoup de choses. Cette rencontre à Angers qui était à huis clos, vous le savez, l'ouest de la France, les tempêtes
Nils, Sacha, et du coup pour des questions de sécurité ils ont préféré garder ça à huis clos et pas mobiliser les services de sécurité, alors que dans le Maine-et-Loire voilà il y a pas mal d'inondations. Donc on a eu ce match un peu particulier, retour époque Covid, huis clos, et en plus le dernier match à huis clos à Angers dans ce type là, je sais pas si vous en souvenez, mais c'était la victoire du LOSC époque Galtier, et c'était la 38e journée de Ligue 1, donc c'était le titre. Et c'est vrai que ça fait toujours bizarre de revoir ces images parce qu'on est projeté 5-6 ans en arrière. Le prix de danois, c'est vrai que Matondo, 17 millions, moi je pense que ce sera entre 15 et 20 millions. En fait, ça dépend. Si la GIA descend ou si ça reste en Ligue 1, ça va être une petite condition supplémentaire. Et c'est un joueur qui a prolongé aussi, donc ce serait plus 20 millions, je pense. On verra. Alors, en tout cas, ce LOSC-là, qui restait sur 2 nuls contre Brest et Metz, surtout une immense difficulté à marquer, et ça a été le cas, encore et toujours une épreuve pour les Lillois à marquer. 14 tirs, 5 cadrés, 4 occasions de but, 3 grosses occasions manquées. Il y en a eu des loupés, hein. Je pense à Correa, des frappes, Fernandez Pardo aussi, difficile. Santos et ce très bon tir sur la barre. Thiago Santos est revenu, franchement, ça fait plaisir parce que, pareil, hein, il y a 2 ans, c'était un des chouchous. Et cette blessure au croisé qu'il a vraiment freiné en pleine ascension, il est revenu, c'est même pas qu'il avait stagné, c'est qu'il était tellement en dessous de son niveau habituel, donc c'était plus un joueur secondaire de rotation, et là il a été très entreprenant, et cette frappe sur la barre, ça me fait dire que j'ai revu mon Thiago Santos, que j'apprécie, quoi, celui qui tente des choses de fou en tant que latéral. Salut Ilan, bien sûr il y a une rediff dans... Voilà, le temps de terminer la page Ligue 1 et la page Europe d'ici une bonne heure sur YouTube. Donc n'hésite pas à voir et merci de demander. Ouais, Santos très bon, Boadi toujours aussi excellent. Enfin, Boadi, ça qui est plaisant pour un jeune joueur, c'est que tu as très rarement en dessous d'un 6 sur 10. Il est toujours au taquet et il fait toujours partie des 3 joueurs lillois qui ressortiront. Et ça, c'est quand même une belle marque de fabrique à cet âge-là, pour un 2007, de garder ce niveau de performance. Un but pour Giroud qui n'avait pas planté en Ligue 1 depuis un bon moment, je crois que c'est depuis novembre, où ça commence à être une disette assez perturbante. Voilà, après je vais associer ce match du LOSC qui intervient à un très bon moment pour Genesio qui était un peu menacé, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Je ne sais pas si vous avez regardé en semaine, jeudi en Europa League, le barrage aller. Catastrophique, enfin un manque d'envie, aucun punch, dans les 30 derniers mètres il se passe rien. En fait c'est pas que dans les 30 derniers mètres, c'est sur tout le terrain, il se passait pas grand chose pour le LOSC, et heureusement que Berk et Ozer t'en sort plusieurs, parce que sinon ça peut se terminer à 3-0 pour l'Étoile Rouge de monsieur Dejan Stankovic, et à la fin voilà, hein, je crois que les supporters ont tourné le dos aux joueurs, il y a eu quelques jets de fumigène, enfin vraiment une vraie colère, et légitime, parce que le LOSC passe vraiment à côté de sa saison d'un point de vue du jeu. Les résultats, t'as ce match retour contre l'Étoile Rouge. En Ligue 1, c'est vrai qu'il y a plein de Lillois qui m'étaient là, mais comment l'est que ça, on a gagné notre premier match en 2026 et on n'est qu'à 3 points de la 4ème place. C'est vrai que c'est une aubaine d'avoir peut-être cette place en LDC qui est accessible. Et c'est là où en fait tu peux le voir de 2 façons. En mode, c'est un miracle, mais en même temps c'est aussi une frustration immense d'avoir ce LOSC-là qui a enchaîné les galères. C'est vrai que tu as eu cette victoire voilà, au forceps contre la GIA. Sinon depuis c'est la défaite contre Rennes, c'est la défaite en Coupe de France contre... l'OL, t'as la défaite contre le PSG, le 4-1 à la maison contre Strasbourg, redéfaite contre l'OL en championnat, et là t'as eu ces 2 nuls, et je dis pas que c'était les matchs qui étaient nuls, mais bon, c'était pas dingue contre Metz et contre Brest, surtout à la maison. Ouais, écoute, on va s'en contenter. Que peut changer encore notre ami Pep, pouvoir quand même proposer autre chose, mais en même temps, c'est aussi l'efficacité qui pour moi m'interpelle. Le LOSC peut pas être aussi brouillon et presque paniqué. Le nombre de situations où j'ai l'impression que le ballon brûle les pieds des attaquants lillois dans les 30 derniers mètres, c'est fantastique. Pour le coup, oui, 5 centimes, tu comprends la réflexion. Boadi, par rapport à Danois, ça peut aller direct dans les PSG Barça City. De toute façon, Boadi, il est suivi par tous les gros clubs. Hein. Il y a le Real, il y a Arsenal, il y a PSG là-dessus. Et Boadi, je pense qu'on va pas se tromper, il y a pas besoin d'étapes tremplin de clubs entre guillemets secondaires pour lui. Donc ouais, lui il peut aller taper directement dans la catégorie des grands. Mais oui, comme tu le dis, Caosius, hein, c'est vrai que Lille, on a parlé de l'absence des absents monégasques. Là t'en as 5, mais sur les C5 t'as 3 joueurs, Sarawi, Gaman, Mbappé, qui t'apportaient un vrai truc en plus sur le front de l'attaque. Là tu fais pas rentrer Edjouma et Diaoun qui sont 2 jeunes joueurs, pas beaucoup de vécu en Ligue 1. T'as Rasson qui rentre,
t'as Mouko, mais c'est pas forcément un attaquant ou un joueur très offensif. Ouais, tu vas te limiter à ça. Donc, comment est-ce que tu peux encore envisager cette fin de saison? T'es encore en vie, en fait, il faut le prendre comme ça pour moi. Pour le LOSC, t'es passé pas loin de la correctionnelle, du départ de Genesio, mais en même temps, l'étang l'a confirmé à deux reprises. À deux reprises, il a dit non, Genesio, il reste avec nous. Et pourtant, Genesio, vous savez qu'il a posé sa démission à un moment. Enfin, il a démenti, mais c'est une situation qui est un peu floue. Et les Lillois s'en sortent, ils ont dominé. Et, enfin, j'échange de temps en temps, je les salue avec Adrien et Simon, des supporters lillois sur Twitter. Leur live tweet, il est tellement drôle. Les mecs sont à bout. Et pourtant, c'est vrai que si tu prends ça de manière froide, t'es 5ème de Ligue 1. Et des équipes qui sont pas 5ème de Ligue 1 et qui ont beaucoup de choses à dire, à évacuer, il y en a un paquet. Mais à Lille, ouais, c'est vrai que tu sens une immense frustration par rapport à à une tournure des événements qui ne va pas en ta faveur, quoi. Euh, Giroud, est-ce que c'est le moment de penser à arrêter? Moi-même, je ne veux pas pitié, mais bon. Bah, en fait, Giroud, c'est comme je le dis très souvent dans les débriefs, les live Ligue 1, il doit jamais être titulaire et faire autant de matchs. C'est plus la blessure d'Igaman, le manque de recrutement au poste de neuf, et Djouma qui est un padawan. Giroud, il doit faire ses rentrées à la 70e, 75e, défendre sur coup de pied arrêté et faire ses titularisations en Europa League et Coupe de France. Sauf que l'infirmerie a bousculé tout ça. Et oui, il fait peine à voir, mais en même temps, on parle d'un bouc de 39 ans. Alors, quelqu'un avec beaucoup de respect sur sa carrière. Et oui, en 2026, c'est rude. Hein. C'est rude pour lui, ça, je suis d'accord. Et oui, les gens parlent aussi du match d'Angers, où Hervé Kofi en a quand même sorti 2-3 assez incroyables. Vraiment, lui, sa saison, pas grand-chose à lui reprocher. Hein. C'est un joueur assez exceptionnel, un des gardiens les plus fiables, les plus réguliers. Ouais, Koyalipou, c'est vrai que tu vois la différence par rapport à Sidiki Chérif. Après, t'es Angers, t'as pas beaucoup de moyens pour recruter et chercher ce type de joueur. Quand tu prends le classement d'Angers, t'es 12e avec 29 points. Enfin, t'as 12 points d'avance sur la zone rouge. Donc, c'est maintenant pas que des matchs bonus. Faut encore aller chercher, je pense, ces 5-6 points pour te dire, ok, là, on peut être dans l'esprit léger. Mais t'es quand même tombé sur un LOSC qui t'a bien travaillé, qui a été très maladroit. Et non, j'ai quand même vu des belles petites choses. Mais ouais, c'était pas le match le plus évident à aborder sans ton public. J'ai l'impression que ça a un peu joué pour les Angevins. Alors, je dis pas que Raymond Coppa, c'est la Bombonera, que c'est tout en plein, mais ces derniers temps, je trouvais qu'il y a une vraie belle ambiance, une vraie osmose, communion entre ces joueurs, ce groupe et les supporters. Là, peut-être que la victoire ou justement la défaite, elle s'est jouée sur cette absence-là. Après, j'ai encore vu des gestes, Begdim, Mouton qui monte en puissance au fil de la saison, Van den Moomen, c'est pas mal. Mais ouais, ta limite, c'est peut-être ce numéro 9. Alors, est-ce qu'il faut pas remettre un Prosper Peter et faire rentrer Koyaipou sur les fins de match? Ça peut être potentiellement une belle stratégie, quoi. Mouko, t'en penses quoi, Scipion? À chaque fois que je le vois, c'est midesco possible. Alors, Mouko, ça a été une belle surprise l'an dernier parce qu'il est arrivé inconnu en provenance de Belgique. Il a marqué ce doublé avec des champions contre Bologne. Je me suis dit, tiens, il y a quelques gestes où je me dis, ah, c'est pas mal, ça peut être un milieu d'avenir, mais c'est vrai que ça stagne, ça régresse, c'est très maladroit par moment, mais il a fait de belles choses aussi avec les RDC. C'est jeune, Mouko, hein. Encore une fois, après 18 mois, 21 ans. Ouais, c'est jeune, hein, franchement, pour une équipe ambitieuse, européenne, qui joue les premiers rôles en Ligue 1. Donc à lui, bien sûr, entre Mouko et Boadi, il n'y a pas photo. Je préfère encore André, qui peut tirer la langue à certains moments, mais je le préfère quand même, encore une fois, dans ce rôle-là. Mais Mouko, ouais, je vois ce que tu veux dire sur le côté midesque. Et comme tu dis, en plus, il a aussi joué Kausus ailier droit. C'est vrai qu'il est souvent baladé, donc ça ne doit pas aider à faire les meilleures performances possibles. Les amis, ce qui est incroyable dans cette Ligue 1, c'est que même des matchs du dimanche 17h15, je vous dis, hein, regardez ce multiplex, n'allez pas sur le Tottenham Arsenal. Bon, évidemment, on avait un petit double écran, mais ce Nice-Lorient, incroyable, fabuleux. Nice qui mène 3-1 et qui se fait remonter la tornade du Morbihan avec cette égalisation de l'Orientaise par Noah Kadiou qui fait vraiment de très belles choses ces derniers temps, un des joueurs en forme en vue. C'est dur hein, parce que j'ai vu pas mal de joueurs niçois s'effondrer puis être énervés parce que comme on dit, Nice n'a pas gagné depuis 4 matchs. Ils ont fait le job avec quasiment copier-coller, 2 passes D de Shaw pour Loucher. D'ailleurs, la première passe de Shaw, je l'ai adorée. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très bien exécutée. Avec cette passe bien coupée, centre du gauche. Et on attend Mohamed Ali Shaw sur ce genre de geste, de doubler de passes D, de facteur décisif, parce qu'il en a la possibilité comme Sofiane Diop. Nice qui fait vraiment un bon match. Et derrière, c'est même le petit Boudache qui marque. J'avais bien aimé son entrée contre
contre l'OL, donc ça fait plaisir, mais c'est, comme dirait Alexandre Boyon, c'est l'Orientais sont faits d'un autre métal cette saison, parce qu'ils lâchent pas l'affaire, et waouh, Lorient, chapeau leur saison. Je me répète, encore une fois, désolé, ça peut être un peu redondant, mais les saisons de Lorient, Angers, Le Havre, ça dépasse toutes les attentes. Et Lorient est 9ème. On peut dire, bon, c'est que 9ème. Mais Lorient n'est qu'à 2 points de la 7ème place, n'est qu'à 5 points du LOSC. Et même si on va un peu plus loin, Lorient n'est qu'à 8 points de l'OM dans un bilan comptable. C'est fantastique ce qu'ils font. Et là, on sait qu'ils ont quand même ce truc très fort au moustoir. Mais aller chercher des nuls comme ça prouve qu'il se passe un truc dans la vie de groupe avec voilà je sais pas ce supplément d'âme qui a été un bénéfice absolu. Cadieux, je suis très content pour lui parce que il commence petit à petit à se révéler. Ça a été dans la première partie de saison plutôt Arthur Avom et désormais c'est lui qui occupe ce rôle en double pivot auprès d'Abergel. L'égalisation est fantastique. Que dire du but de Pablo Pagis, les boss? Alors, pas encore répéter, oui, c'est le fils de Michael, il n'y a pas besoin de test ADN. Ouais, mais la compilation top but, là, cette saison qui est en train de nous faire le gamin, 8 buts, et franchement, il y a des feuilles mortes, il y a des coups francs directs, il y a des inspirations géniales, il y a des enchaînements à surface. C'est vrai que Pablo Pagis est un véritable artiste de la Ligue 1, et ravi de voir qu'il commence de plus en plus à prendre l'ampleur de ce championnat, lui qui était à l'aise en Ligue 1, mais là d'un point de vue statistique il commence à avoir vraiment des standards assez élevés et il pourrait pourquoi pas terminer dans le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Non, franchement c'est assez bluffant ce qu'on voit de sa part, comme tu dis, Kader Sosé, ouais, son souci c'est qu'il n'arrive pas à terminer les matchs, compliqué dans ce sens d'être à fond à 100% à chaque fois. Et oui, c'est vrai qu'en plus c'est un match qu'on va de nouveau avoir en Coupe de France. Information importante, Diop qui prend pas rouge mais qui sera absent en Coupe de France. Donc Sofiane Diop qui pourrait manquer le quart au moustoir. Ouh, difficile. Ça sent quand même le transfert en deuxième division anglaise pour Pablo Pagis. Ça c'est intéressant parce qu'on a évoqué l'avenir de Danois, l'avenir de Boadi. Alors je vais pas envoyer Pablo Pagis au Real, à Arsenal, au PSG. J'adore ma Ligue 1, j'adore Pablo Pagis, mais je suis un observateur, un chroniqueur mesuré. Mais écoute, dans quelle équipe on pourrait l'envoyer, Pablo Pagis? Après, peut-être c'est des dingueries, mais je sais pas, Monaco après Akliouche, est-ce que ce serait si ignoble que ça? Dans un Monaco, peut-être en transition, qui sera en Europa League. Voilà, on peut commencer à lancer des petites idées comme ça. Pagis à Birmingham en mode le fait. Il y en a, ils se font des carrières, ils adorent ça. Vous avez la vision. Bravo à vous. Pagis Sunderland. Oh là là, Sunderland. Oh, déjà, bravo à Enzo Lefebvre qui s'adapte très très bien là-bas. Ah, Lens, pour être la doublure de Folotov en enchaînant à LDC, pourquoi pas. Mais comme j'aime beaucoup de joueurs, j'aimerais le voir rester en Ligue 1. Alors si l'an prochain il poursuit à Lorient, tant mieux, mais ça peut être pas mal de le voir dans une équipe ambitieuse de ce style-là. Ouais, Pablo Pagis en Liga, il pourrait se régaler. On a évoqué le Betis tout à l'heure pour Danois, une équipe qui travaille bien comme Villarreal, dans le 4-4-2 de Marcelino, lui trouver une petite place aux côtés de Miko Tadze, d'Ayoze Pérez, de Gérard Moreno, ça pourrait avoir, ou même Nicolas Pepe. Arrêtez un peu Pagis, ça saute Vinicius Junior. Ah là là, on va pas commencer à dire ça. Ah, je suis fan du crack de 3. Ah, Mathis Détourbé, retenez ce nom. Je sais que quand je dis ça, ça fait un peu Cassano, Moussiala, Bayern di Monaco, mais j'ai fait une vidéo 1er janvier 2026 où j'ai demandé aux gens finalement quels étaient les jeunes qu'ils attendaient le plus sur cette année. Et ici, votre humble hôte a cité 2 joueurs, William Gomez de Porto et Mathis Détourbé de 3. Donc tu vois, on a la vision quand même. Parce que Détourbé, je crois que c'est Walid qui l'a présenté comme un mélange entre Cole Palmer et Jérémy Ménez. Et je vois où est-ce qu'il va en venir. Et Mathis Détourbé, ça appartient au City Group comme C3. Mais pareil, est-ce qu'il n'y a pas un club de Ligue 1? Monaco, vous voulez le faire venir cet hiver. T'as Monaco, j'ai l'impression qu'on les envoie partout. T'as Clément Akpa, t'as Détourbé, là on veut Pagis. Mais c'est quand même une belle petite plus-value. Celta Vigo, Pablo Pagis. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Pour donner des caviars à Yago Aspas, qui a mis un doublé d'ailleurs. Encore une fois à 38 ans, c'est admirable. Merci beaucoup au Roi Taharit pour son abonnement, qui me régale sur Twitter en plus. Ça fait bien plaisir. Malheureusement, c'est un match qui confirme 2 trajectoires particulières. Un Nice qui va galérer, je pense, jusqu'au bout et rester en deuxième partie de tableau. Pour le maintien, je ne suis pas en mode pessimiste, mais
voilà, tu sens qu'ils vont pas gagner beaucoup de matchs d'ici la fin de saison. Et pour Lorient, bah, à surveiller, hein. Maintenant que tu prends autant de points de distance avec la zone rouge, que tu as cette Coupe de France, que tu as tout ça, ça peut être une belle émulation. Et on a parlé de Pablo Pagis, hein, mais forcément, Bamba Dieng qui continue de marquer et qui voilà, était sur une série de buts désastreuse depuis un moment. Alors c'est un penalty, mais il est quand même bien exécuté. C'est 4 buts, une passe D. Donc il s'est quand même bien remis la tête à l'endroit. Un but contre Metz, ouais, un but contre Monaco, un contre Nantes et un contre Nice. Donc chapeau à lui parce que il a quand même été longtemps en galère. Il a même joué avec la réserve pour se remettre. Ouais, il était prêté à Angers l'an dernier, 5 buts en 20 matchs. C'est pas dingue, mais bon, on parle quand même d'un international sénégalais, donc, et surtout il a que 25 ans, donc il a évidemment le temps de se relancer. Et voilà, hein. Malgré ce doublé de Tom Louché, le but de Boudache, bah, les Niçois se sont fait rattraper. Les amis, il faut désormais qu'on termine ce petit Nantes-Le Havre, parce que c'est un événement. Nantes a gagné son 4e match de la saison, et je l'ai dit en ouverture du live dans le chat à Ninor, c'est la stat que je vous donne. En 2026, Nantes a gagné autant de matchs que l'OM en Ligue 1. Faites ce que vous voulez de cette info, mais Nantes a gagné du coup à l'OM et contre cette équipe havraise. Et dans l'autre sens, l'OM a gagné contre Lens et Angers. Et voilà, 2 victoires chacun. C'est quand même assez... je sais pas quoi en penser, mais voilà, c'est ma réflexion après 1h30 de live à minuit et demi. Pipion, tu mets plus les rediffs sur Twitch. Alors, si je pense que il y a peut-être un truc que j'ai oublié de cocher, mais merci de me le rappeler. Je vais évidemment activer ça de ce pas. On a échangé avec Ninor sur ce match. Alors, c'est un Havre maladroit avec le CSC de Zouaoui, avec ce but chanceux de Santon qui est quand même assez décisif ces dernières semaines. Donc ça, c'est à son crédit. Et puis ce penalty concédé par Gournadoua, alors certains disent c'est bien cherché de la part d'El Arabi, il n'y a pas forcément faute. Le bras est quand même maladroit. Enfin, je peux comprendre que ça siffle le penalty, mais voilà, avec ce brin de réussite, Nantes s'en sort. La deuxième mi-temps était un peu mieux. Après, c'est toujours une équipe convalescente, mais est-ce que tu peux réclamer mieux dans cette période et ce trouble actuel? Enfin, l'ambiance à la Beaujoire ce soir, j'ai trouvé ça tellement triste. Franchement, j'adore les animations, ce que mettent en place la Brigade Loire, les autres groupes de supporters. C'est un stade qui respire, voilà, le foot. Mais là, le désamour et la séparation, enfin, vraiment, c'est une ambiance, c'est un cimetière, quoi. Enfin, et pourtant, t'as une victoire 2-0, il se passe pas grand-chose. C'est quand même assez tendancieux. Mais oui, le Cantari Ball, 29% de possession. Voilà, t'as ce brin de réussite. C'est un peu comme la victoire à Marseille. C'est pas une victoire forcément que tu vas chercher à 100%, mais elle est aussi offerte par l'adversaire qui lui a manqué de panache. 6 tirs, un seul cadré, qui a pas trouvé des solutions. Voilà, pourtant t'avais les hommes forts du moment comme Soumaré, comme Bouffa, je répète, Douat, NDI. Tout ça. Mais bon, là, tu avais la blessure de Sanganté. Tu as Seko aussi, hein, très important dans l'équilibre qui manquait. Donc, bon, bah, le Havre ne peut pas être parfait à toutes les rencontres. Nantes a profité de ce petit moment. Et voilà, tu mènes 2-0 sur 4 tirs, un cadré. Donc ça, c'est quand même plutôt beau. Et ce fameux penalty qui te rapporte du coup combien en XG de Ganago? 0,79. Sinon, c'est quand même pas dingue. Mais voilà, le Havre n'a pas été capable d'emballer cette rencontre et puni par ces petits coups du sort. Maintenant, je suis quand même content de revoir Leroux dans le 11, parce que Louis Leroux, c'était un peu une des énigmes. Le joueur qui avait disparu sur le match à Lyon, celui contre Nice en Coupe de France, mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs Nantais. Je parle pas de la jeunesse, je veux mettre hyper des jeunes, mais Leroux m'a toujours fait plaisir dans ce que j'ai vu, et incompréhensible des fois de ne pas être un des cadres des tauliers. C'était sympa au début de saison, Castro Ball vu du stade. Castro Ball, on a tourné la page. D'ailleurs, Castro a affronté le Barça aujourd'hui, hein, avec les Vantés. Bon, ils ont perdu 3-0, mais content pour lui qu'il ait pu rebondir. Quand tu arrives à s'offrir je ne sais combien de semaines de match de répit, parce que évidemment, si ça perdait contre le Havre, je pense que ça pouvait sauter. Que va donner le FC Nantes sur les prochaines semaines? Tu vas à Lille, dimanche, nouveau multiplex. Donc à un Lille, on verra, hein, peut-être la déception de la Coupe d'Europe ou peut-être justement la qualification qui peut les rebooster. Et surtout, tu es revenu à 3 points de la LDC, donc un LOSC pas évident. Tu reçois Angers. C'est des matchs que tu dois gagner après. Tu as aussi tes finales contre Metz et Auxerre. Tu as le PSG, tu as Strasbourg. Et ensuite, bon, bah,
tu as quand même des matchs à la maison, mais tu as Marseille, Toulouse, tu vas à Lens, Rennes. C'est pas évident de deviner quelle sera l'issue du calendrier nantais. Je pense quand même qu'ils seront parmi les 3 derniers. Est-ce qu'ils vont passer devant cette AGIA qui est en train de se faire cette guerre intestine? Ça va être quelque chose 29%. Quant à la balle, c'est un événement. J'aime beaucoup la formule. Mais oui, c'est un FC Nantes qui est pas brillant, qui est pas dingue à voir, où on essaie de mettre ces fameux cadres, ce mercato du dernier hiver, avec les Machado, les Ganago de retour, Kaba, Santos. Kaba qui est pas inintéressant comme joueur au demeurant. Mais ouais, t'as Sissoko qui a pris place sur le banc, Gilbert aussi, Tati qui a un peu disparu. Lui, pour le coup, je pense que sous Cantari, on le voit très très peu. Ah non, il avait joué contre Nice, oui, mais c'est ça, il n'a pas joué depuis un mois. Mais je crois qu'il avait peut-être une petite blessure de mémoire. Ça manquait à l'appel. Pareil, t'as Kabela qui est resté sur le banc, comme Mostafa. C'est un effectif qui est mal construit. En plus, t'avais Ablin qui était suspendu, qui lui aussi vit une saison un peu particulière. Donc, à voir désormais comment ces Nantais-là vont fructifier ou non ce résultat. Mais tu sens que avec ce qui se passe, l'ambiance à la Beaujoire, c'est très particulier. Et si ça redérape, ça m'étonnerait pas que ouais, ça saute. Alors maintenant, si t'es barragiste, est-ce que tu peux réussir à... Tu as déjà été, hein, le fameux Nantes-Toulouse, on s'en souvient. Ça a été très chaud. Bon, là, t'as Saint-Etienne qui reprend du poil de la bête, qui, je pense, va terminer par les 2 premiers sous Montagnier. 3 qui a fait une super victoire contre Pau. Un des meilleurs matchs que j'ai vu d'ailleurs en Ligue 2, hein, ce 4-3 fantastique. Mais si c'est Reims, par exemple, qui est play-off, barragiste, Reims, faut se les coltiner. Hein. Bon, ça va pas être évident. Mais 29% face au Havre, surtout à domicile, je savais pas que c'était devenu le Barça de Normandie. Voilà, c'est excellent. Le Havre qui se retrouve avec un décès disponible avant le match, très compliqué à voir Doucouré, Pembele en central. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été évident, la gestion des différents blessés, parce que ouais, Sanganté et Seko font vraiment une belle année, et Pembele qui est plutôt à latéral, qui a été recentré, donc on peut sentir ça, même Gourna Douat qui a beaucoup travaillé. Ouais, c'est vrai que ce serait le retour de Palois à Beaujoire. Oh, le scénario où c'est la tête de Nico Palois qui te sort de la Ligue 1. Non, j'arrête, parce que sinon après je vais rêver de ça toute, toute la nuit. On va terminer là-dessus les amis, comme toujours, petite équipe type. On va essayer de mettre en avant les différents joueurs qui ont marqué cette journée de Ligue 1. Bon, il y en a, c'est des indispensables. Je pense à l'immense Ludo Ajorc qui nous a régalé. Côté Lillois, je pense que je vais mettre Thiago Santos. Beaucoup apprécié son retour, un de ses meilleurs matchs. On va mettre Magnetti aussi, hein, qui a été très très bon sur cette rencontre entre Brest et l'OM. Je pense côté parisien, on va mettre Warren, qui a été encore une fois, un registre parfait. Je pense peut-être passer en 4-3-3 pour mettre Mourabet, qui m'a beaucoup plu côté strasbourgeois. Hop, on va peut-être mettre un Tom Loucher dans ce rôle-là. Camara, putain, j'ai oublié Camara. En fait, il y a beaucoup de performances qui sont... Waouh. Comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer? Je vais mettre mes 4 milieux. Ah ouais, là, je suis en train d'être débordé par les milieux de terrain, quoi. C'est pas évident, mais en même temps, je suis obligé de mettre un paquet de monde. Donc désolé pour la ligne obscure à ce niveau-là. Et je pourrais même rajouter Bouhaddi, hein. Kadiou, c'est vrai, Kadiou, oh là là. Vous êtes en train de me faire douter. Shaw ou Loucher, j'avoue que la passe de Shaw m'a quand même beaucoup plu sur le premier but. Donc peut-être que je vais mettre lui en avant. Il y a Brassier qui a fait un bon match. T'as Naguida aussi. Couder, hein, je pense Couder au cage, il s'impose de lui-même. Allez, vous le voulez, mon 4-4 de losange, hop, comme ça, il va être beau. C'est le football, hein. Hop, il est quand même bien sympa. Ouais, ça a du sens. Pavard, ouais. Pavard, c'est vrai qu'il il mérite bien. Non, comme je vous dis, j'ai encore une fois bien aimé le match de Brassier. Qui c'est qui m'a bien plu côté strasbourgeois. En fait, Thiago Moira, j'aurais bien voulu mettre quand même parce que ça a été un bordel monstre. Je vais peut-être pas avoir la place de mettre tout le monde. Il y a Zakaria aussi qui a encore une fois été pas mal. Angélil, je crois que j'ai fait à peu près le tour. PSG Metz, pas forcément un mec et tout. Toulouse Paris FC, non. Diegzi, ouais. Trapp, c'est au-dessus. Trapp,
Ouais. C'est vrai que Couder sort un penalty, mais il y a Trapp qui fait ce match un peu lunaire. Donc pour avoir un peu plus de joueurs diversifiés, on peut mettre le bon Kevin Trapp. Allez, tu sais quoi, on va mettre Diego Meira ici. De toute façon, c'est un poste qu'il a déjà occupé. Donc ça ne le dérangera pas. Et qui, pour terminer, je réfléchis un petit peu à tous les centraux que j'ai bien appréciés durant cette journée. Ouais, c'est vrai que j'ai pensé à Zakaria, buteur, qui fait le job à côté de Fess et Kerrer. C'est pas un cadeau, donc je pense qu'on peut le mettre. On part donc sur équipe type avec Kevin Trapp au cash, Thiago Santos, Zakaria, Brassier, Diego Moreira. Un milieu à 4 en losange où ça travaille bien, très bien même. Magnetti, El Mourabed, Camara, Zaire Emery. Et on termine avec une attaque Mohamed Ali Chaud et Ludo Ajorc. Bon, franchement, on a mis en avant pas mal de joueurs différents. Ouais, ça je suis bien d'accord. Dernier point, du coup, c'est la 24e journée de Ligue 1. Comme je vous le dis, beau programme, ça va bien s'enchaîner avec dès vendredi soir ce Strasbourg-Lens, course à l'Europe, course à LDC, course peut-être pour le titre, donc 20h45, branchez-vous là-dessus. Rennes-Toulouse à 17h le lendemain le samedi, Monaco-Angers à 19h, Le Havre-PSG 21h05. Ensuite, on bascule le dimanche 15h Paris FC-Nice. Et 17h15 le multiplex Lorient-Auxerre, Lille-Nantes, Metz-Brest. Normalement, c'est un multi de légende. Et on termine par le match du dimanche soir, que dis-je, l'apothéose, avec ce Marseille-Lyon qui s'annonce, waouh, franchement, très très propre, hein. Ça va être une belle aventure. Comme je vous dis les amis, on va terminer la page Ligue 1 là-dessus, donc merci à tous pour ceux qui voudraient peut-être se mettre de côté, et n'oubliez pas comme toujours de vous abonner, de liker, on est dispo en rediffusion sur YouTube, également en podcast, le Cop de Scipion, voilà, avec Spotify, Deezer et Apple Podcast. Je voulais aussi en profiter pour faire une petite page foot européen, parce que la semaine prochaine je vais malheureusement pas avoir le temps de faire pas mal de live, je vais pas être dispo mardi et mercredi. Donc il va falloir que je prévoie un petit truc, hein, pour tenir d'ici le prochain rendez-vous. Il y a notamment jeudi, je sais pas si on fera un live avec hors-jeu, mais on reviendra sur les barrages de Ligue des Champions durant la journée. Et le vendredi après-midi, en fin d'après-midi, je pourrais pas faire le tirage au sort des Coupes d'Europe en direct, mais je ferai un live, ce qui tombe bien. On aura un bon débrief, tirage au sort, Pipion League, Europa et Ligue des Champions. Donc ça va permettre d'être assez actif là-dessus.